Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, nous allons parler de la Belgique. Et oui, il y a 2 semaines, nous avions invité Nomos TV pour parler de la situation au Québec, parce que le camp, vous savez que notre combat se joue partout, dans tous les pays blancs, en Occident, ça ne se joue pas qu'en France. Et pour ce faire, cette fois-ci, cette semaine, nous avons décidé d'inviter Hervé Van Latem. Alors Hervé Van Latem, vous êtes fondateur du Mouvement Nation, de 1999 jusqu'en 2000. Excusez-moi, je vérifie mes sources. Mais d'ailleurs, 1999, c'est mon année de naissance, d'ailleurs. Donc ça nous rajeunit pas. Donc vous avez été fondateur du mouvement et président, donc je le disais, de 1999 en 2010. Puis vous avez repris la présidence en 2014 jusqu'en 2021. Vous avez accepté ce soir d'être invité parmi l'émission du Forum du Parti de la France pour nous parler de la situation en Belgique. Nous vous remercions de cela. Bonsoir Hervé, comment allez-vous ? Bonsoir, moi je vais bien et d'autant plus que j'ai l'occasion de parler dans une émission qui me paraît très intéressante et qui surtout fait entendre une autre vérité qu'à ce qu'on entend à longueur d'heure et de jour dans nos télés bien mal informés. Donc c'est très gentil de m'avoir invité et ben, j'espère pouvoir vous rendre, être utile dans cette soirée, oui. Et parfait, bah ça je n'en doute absolument pas que vous serez utile pour nous parler de la Belgique, ainsi que Thomas Joly, finalement, un invité imprévu, président du Parti de la France. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ravi d'être parmi vous ce soir. Effectivement, j'ai dû remplacer au pied levé l'ami Victor de la Gillardée, puisque celui-ci a eu un imprévu, en fait, un petit avant-goût, en gros, on va dire, de l'émission, puisque il s'est fait subtiliser, dérober son ordinateur portable lorsqu'il était à la salle de sport. Donc, j'ai une petite idée sur le type de personne qui aurait pu lui voler dans le vestiaire. Donc voilà, donc il ne pouvait pas être avec nous, puisque il n'avait pas les éléments matériels nécessaires pour participer à l'émission. Et donc, moi aussi, j'étais à la salle de sport, j'étais à l'entraînement de boxe et donc je me suis libéré pour participer à cette émission avec mon vieux camarade Hervé Van Letem, que j'apprécie beaucoup et on se connaît depuis très longtemps maintenant et je suis très content de participer à une émission à ses côtés. Et bah c'est parfait. Bah, figurez-vous que j'étais aussi à la salle de sport aujourd'hui. Et oui, je sais que ça ne se voit pas, mais je vais à la salle de sport. Et globalement, bah, c'est toujours à chaque fois la même chose. Quand on est sous la douche, il y a toujours un arabo-musulman qui met son rap à fond. C'est insupportable ce genre de comportement. Et concernant le vol de son matériel à Victor de la Gillardet, bien sûr, on lui souhaite un grand courage parce que dans ces notes, il y avait des notes, il y avait des cours dedans. Bon, c'était pas uniquement que les moyens maternels de participer à l'émission, c'était également toutes ces prises de notes. Donc on espère qu'il a fait une petite copie pour pouvoir les garder au cas où, mais on lui souhaite bon courage. Je vous rappelle les règles de l'émission, donc elles sont très simples, il n'y en a que 2. Première règle, nous sommes sous le coup de la loi, qu'elle soit française ou belge, donc nous devons faire un petit peu attention quand même à nos propos, tout en ne galvaudant pas, je dirais, tout en ne sacrifiant pas nos idées, et couper son micro lorsque l'on ne parle pas, l'allumer lorsque l'on parle, tout simplement. L'émission est coupée en 2 parties. La première partie où je pose quelques questions à mes invités, la deuxième partie où ce sont directement vous, les auditeurs, qui pourrez poser les vôtres. Donc ce soir, nous parlons du sujet de la Belgique. Mes chers invités, je vous invite à être loquaces. Vous avez bien sûr le droit, et c'est même encouragé, de rebondir sur les réponses de l'un et de l'autre. Alors, Hervé Van Latem, on va directement commencer par le diagnostic de base pour avoir la mise en contexte. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation politique actuelle en Belgique et si elle est différente de ce que vous connaissez de la politique française ? Elle est. Alors, la situation en France est bien évidemment tout sauf agréable quand on voit qui dirige et comment il le dirige. Mais le problème en Belgique est encore plus accentué par le fait de la situation juridique de l'État. Et on a un État fédéral. Donc, il y a un gouvernement fédéral, un parlement fédéral. Mais il y a aussi 3 parlements. Il y a 3 parlements régionaux. Il y a le parlement flamand, le parlement wallon, le parlement bruxellois. Et il y a aussi un parlement de la commission de la communauté francophone. Et il y a aussi une certaine assemblée pour une partie du pays qui est germanophone. Et évidemment, on pourrait voir tout ça en disant « Oh, mais c'est formidable parce que ça donne l'autodétermination, en tous les cas partielle,
à toutes les populations qui habitent en Belgique, enfin aux populations de souche, hein, je veux dire. Mais en fait, c'est quoi? Eh bien, sous une certaine pression dans les années 80, dans les années 90, en Belgique, où il y avait effectivement un ressenti régionaliste qui apparaissait, enfin, qui existait déjà en Flandre et qui apparaissait en Wallonie, eh bien, les politiciens traditionnels se sont dit, tiens, au lieu d'avoir un seul parlement où mettre nos amis, on va en avoir 4 ou 5 ou 6. Et donc, tout ça, évidemment, complique très, très fort la situation, parce que ça risque d'arriver demain aux élections, on en reparlera sans doute tantôt, mais on pourrait très bien se retrouver avec une région flamande très à droite, peut-être pas comme nous on l'entend, mais en tous les cas assez conservatrice, assez à droite sur un plan économique, libéral, etc. Et par exemple en région Wallonie, une majorité entre le Parti socialiste et l'équivalent de vos mélenchonistes, qui chez nous c'est le PTB. Et voilà, et ces deux régions vont devoir cohabiter alors qu'ils ont ils auront deux politiques totalement différentes. Et au-dessus de ça, il y aura encore le résultat aux élections fédérales, où là, il y aura sans doute une autre coalition qui, elle, sera plutôt centre-droit ou centre-gauche. En bref, en résumé, je dirais que c'est le bordel. Voilà. Ah bah, c'est un joli résumé, merci beaucoup, je reviens vers vous dans quelques instants pour des questions plus précises. Donc Thomas Joly, vous qui êtes président du Parti de la France, dites-nous, on sait très bien que le Rassemblement national a des liens très étroits avec des partis politiques belges. Qu'en est-il du Parti de la France? Est-ce que nous avons des liens avec des militants du camp national en Belgique? Bah, écoutez, nous avons, j'ai évidemment des liens, on va dire, affectifs avec le mouvement Nation. Alors, on n'a pas de lien, on va dire, officiel. De toute façon, le Parti de la France n'a pas un poids suffisamment important pour se permettre de dire, voilà, nous entretenons des relations officielles et nous appelons, voilà, on ne se mêle pas des affaires des autres. Mais évidemment, nous avons de la sympathie pour l'ensemble, que ce soit en Belgique ou ailleurs, pour l'ensemble des partis qui lutte contre la colonisation migratoire, contre le mondialisme, contre la décadence. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un mouvement, qu'il soit nationaliste, national, qu'il soit populiste, qui aille au moins un petit peu dans le bon sens, eh bien, on s'en réjouit, et en particulier là où ils arrivent à prendre le pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Belgique. Donc, évidemment, il y a des liens affectifs avec le mouvement Nation, et également, il y a quelques relations avec des gens du Vlaams Belang, également plutôt pour la partie de la Belgique non francophone, on va dire. Évidemment, on voit toujours d'un bon œil tous les patriotes de quelques pays qu'ils soient et qui résistent contre la mondialisation, contre le cosmopolitisme. Donc, voilà, je suis content d'avoir appris, enfin, j'ai pas tout retenu, hein, je pense pas être le seul, le fonctionnement, on va dire, législatif et parlementaire belge. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué. On se croirait dans un pays africain, quoique dans les pays africains, il n'y a pas toujours un parlement et quelquefois il y a juste un chef de tribu. Mais là, en Belgique, ça doit être un sacré bordel pour accoucher de quelque chose. Et effectivement, je sais que ça a été les institutions belges ont été bloquées pendant un certain temps, puisque je crois qu'il n'y avait pas de gouvernement. Hervé pourra peut-être nous le confirmer, mais je sais que pendant un long moment, il n'y avait pas de possibilité de former un gouvernement et que c'était très compliqué en Belgique. Ceci dit, voilà, la Belgique subit les mêmes maux que nous en France. Je sais que lorsque je me rends à Bruxelles, je suis stupéfait par le nombre d'Afro-Maghrébins, enfin en particulier de Nord-Africains et de femmes voilées. C'est-à-dire que la quasi-totalité des femmes nord-africaines à Bruxelles sont voilées. C'est plus important qu'en France encore, je trouve, et c'est particulièrement choquant. La totalité également presque des commerces de tourisme sont tenus par des étrangers. Bon, Paris n'est pas tellement mieux, hein, attention, je ne suis pas en train de dire, mais c'est vrai que
la décadence, l'invasion, la colonisation de la capitale de la Belgique, enfin de Bruxelles, est effarante, effarante. Et j'imagine que c'est de pire en pire. Hervé pourra sûrement en dire plus que moi, mais c'est quelque chose en tant que Français, c'est vraiment impressionnant. On se croirait à Raqqa, quoi. Bon, je ne parle même pas de Molenbeek, mais peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Mais c'est impressionnant, ce degré de colonisation islamique est particulièrement important en Belgique, et je crois savoir qu'il n'y a en fait aucune résistance de la part des autorités, qu'il y a une complaisance, une complicité, comme on peut le voir également en France. C'est-à-dire que voilà, malheureusement, nous sommes dans des pays où nos gouvernants favorise l'immigration, l'invasion migratoire et également la colonisation islamique. Et puisqu'on peut voir, alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, que ce soit à gauche comme à droite, et comme les appelle très bien Damien Rieu, a dit, attention, il y a certes l'islamo-gauchisme, mais il y a aussi l'islamo-droitisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent leur élection en acceptant on va dire tous les desiderata de la communauté musulmane qui, par le nombre, par la démographie, dans maintenant beaucoup de villes françaises, arrivent à faire basculer une élection municipale. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas aller de mieux en mieux. C'est-à-dire que ces ordures d'élus qui pactisent avec l'islam, et je ne dirais pas l'islam fondamentaliste, l'islam radical, comme aime le dire Marine Le Pen, avec l'islam tout court. Voilà, il n'y a pas d'islam modéré, il y a l'islam tout court, et il y a plus ou moins de taquilla. En gros, voilà, c'est ça la différence. Et voilà, ces salopards d'élus qui pactisent à très court terme, parce que ces élus seront eux aussi grands remplacés quand les Afro-musulmans seront suffisamment nombreux pour avoir leur propre candidat, et eux ne s'embarrassent pas trop de mettre trop d'autochtones, on va dire, sur leur liste. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils peuvent faire des listes et être majoritaires, eh bien, ils virent purement et simplement les quelques blancs inconscients qui restent encore dans leur ville. Et ils les mettent surtout pas sur leur liste, ou alors en fin de liste, si on peut dire. On a déjà des villes comme ça, comme Trappes, où c'était 2 listes composées quasi majoritairement d'Afro-Maghrébins qui étaient en compétition. Donc voilà, je crains que s'il n'y a pas de changement politique radical qui soit fait tant en France qu'en Belgique, dans pas très longtemps, on assiste à une partition du pays, puisqu'il y aura des zones, des enclaves totalement contrôlées par les Afro-Maghrébins, par les islamistes. Parfait, merci Thomas Joly. Alors Hervé, évidemment, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit notre président Thomas Joly, évidemment, pour avoir une confirmation de terrain. Et ensuite, je vais rajouter une question. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais le faire dès maintenant, étant donné que Thomas Joly a abordé le sujet de Vlaams Belang. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Vlaams Belang? Est-ce que c'est un parti qui est plutôt proche de Marine Le Pen, un parti plutôt proche d'une autre? Est-ce que c'est la vraie droite nationale? Je vais d'abord en revenir par rapport à ce qu'a dit Thomas, qui est évidemment très, très, très juste. Il faut, en fait, bien, effectivement, il y a plein de parallèles avec ce qui se passe en Belgique et en France. Hein. Par exemple, en Belgique, on a estimé, je pense, qu'il y avait 136 nationalités différentes qui étaient représentées dans les populations migrantes, etc. Mais il y a, puisqu'on parle de grand remplacement, et là, il a eu raison de l'évoquer, sauf que c'est encore bien plus loin, je trouve, en Belgique qu'en France. C'est-à-dire que les autorités, elles s'alignent sans complexe sur les positions pro-migrationnistes. Alors, vous allez me dire en France aussi, mais en France, de temps en temps, il y en a qui font semblant quand même de ne pas l'être. Tandis qu'en Belgique, absolument pas. Pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, ils ont des visions que moi j'appellerais mondialistes, donc là, ils restent logiques avec leur propre, entre guillemets, idéologie. Mais surtout, il y a la pression et l'importance d'un vote communautaire qui est réel et qui est important. Par exemple, tout le monde sait qu'en Belgique francophone, le Parti socialiste a absolument besoin du vote de la communauté plutôt arabo-musulmane, mais massivement. Si ils n'avaient pas ce vote-là, eh bien, il y a longtemps qu'ils auraient été poussés, qu'ils auraient perdu beaucoup, beaucoup de sièges pour une autre gauche, peut-être, pour la gauche écolo, pour l'extrême gauche. Mais en attendant,
c'est le vote massif arabo-musulman qui est bien connu pour eux, qui les laisse dans la situation où ils sont. Ça, c'est de un. Mais il n'y a pas que l'immigration arabo-musulmane, il y a l'immigration non européenne globale. Il faut savoir que l'ancien Parti social-démocrate, qui a changé pour la troisième fois de nom, l'ancien Parti social-démocrate belge francophone, a un soutien massif du vote africain, enfin des gens originaires du Congo, de l'ex-Zaïre, de l'ex-Congo belge, et qui votent massivement pour eux, parce qu'il y a cette formation d'être catholique, etc., etc. Mais voilà, c'est aussi un vote communautaire. Il y a même au MR, le MR, ça s'appelle, c'est le mouvement réformateur, c'est une sorte de droite libérale. Eh bien, là, évidemment, leur électorat n'est pas le même, hein, c'est beaucoup plus des petits indépendants, c'est beaucoup plus, en règle générale, des Belges de souche, mais quand même, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, est une dame, une ancienne journaliste de gauche d'ailleurs, d'origine nord-africaine, et qui est aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères, s'il n'empêche pas, quand elle va ramper devant les autorités iraniennes, que ces derniers l'envoient sur les roses, si j'ose dire. Mais en attendant, ça fait bien, le MR peut dire, vous voyez, nous aussi, etc. etc. C'est la même chose dans les partis flamands, peut-être un peu moins fort, mais quand même. Et effectivement, il y a une présence massive. Et donc, non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est le nombre de politiciens issus d'immigration qui est très, très fort ici. Nous avons, rien qu'à Bruxelles, plusieurs communes où les bourgmestres, enfin les maires, comme on dit en France, sont directement d'origine immigrée. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ministres, la ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État aux questions de la migration, vous comprenez qu'il est vachement objectif, etc., etc. Et donc, il y a ça beaucoup plus. Et alors, outre l'immigration, et là, effectivement, Thomas avait aussi raison d'insister là-dessus, il y a une islamisation, mais beaucoup plus organisée, quasiment devenue institutionnelle. C'est-à-dire que, honnêtement, aujourd'hui, dans une grande ville comme Bruxelles, mais il y en a d'autres aussi, Liège ou ailleurs, aller devant une école d'humanité, et le nombre de jeunes filles qui portent des voiles, c'est entre guillemets, extraordinaire. C'est vraiment impressionnant. Vous avez un transport en commun aujourd'hui à Bruxelles, vous croyez ailleurs. Moi, je connais un peu le Moyen-Orient, j'ai visité pour des raisons politiques. Je me sentais plus en Occident là-bas qu'ici, franchement. Donc, c'est assez marquant. Il y a eu un exemple, mais qui veut tout dire. Il y a des années, il y avait une organisation qui s'appelait Sharia for Belgium. Sharia pour la Belgique. Évidemment, au moins les choses étaient claires. Et on a appris après qu'à plusieurs réunions des autorités, un service belge qui s'appelle la Sûreté de l'État rendait régulièrement des rapports en disant attention, cette organisation grandit, elle est de plus en plus radicale, elle peut être dangereuse, elle peut tomber sur le terrorisme. Et à l'époque, une ministre socialiste qui s'appelait Onkelings, et ça s'est répété dans les médias après, le rayonnait en disant mais arrêtez, mais ça n'a pas de sens, ces gens ne sont pas dangereux, etc. Et quelques années plus tard, on a appris que la Sharia for Belgium était un des principaux responsables d'envoi de djihadistes en Syrie et avec l'idée évidemment de les récupérer après pour faire la fête en Belgique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y en a plusieurs qui ont été tués là-bas, c'est bien, donc l'armée syrienne c'est utile. Il y en a un certain nombre qui ont été arrêtés et d'autres sont revenus ici qui ont été condamnés pour terrorisme. Eh bien, pour des raisons uniquement d'aveuglement communautariste, à une époque, la ministre de la Justice niait ce que les rapports de la Sûreté de l'État qui disaient attention, ces gens deviennent dangereux, etc. Et on pourrait évidemment répéter ce genre de choses. Je rappelle quand même que quand il y a eu les attentats à Bruxelles, un an après ceux qui étaient arrivés à Paris, eh bien, les auteurs de ça étaient tous connus, super connus, hyper connus des services de renseignement et de police, et ça ne leur a pas empêché de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, vous savez qu'à Bruxelles actuellement, il y a les procès de ces gens-là, pour les attentats dans les métros et à l'aéroport Zaventem. Et aujourd'hui, évidemment, à cause du procès, sont ressorties toute une série de pièces, dont des enregistrements de messages ou d'échanges qu'ils avaient sur Internet avec leurs petits camarades en Syrie et en Irak, et où ils disaient
que la Belgique, c'était idéal pour préparer les attaques en France, parce qu'en Belgique, ils avaient la paix royale. Voilà. Et ils le disent. Alors, si même eux le disent, à quel point ça devait être vrai. Et donc, effectivement, l'islamisation de la société est partout en Europe, on est bien d'accord, mais ici, c'est quasiment devenu institutionnel. Et effectivement, ça, c'est très, très, très non seulement dérangeant, mais évidemment inquiétant. Alors, ça, c'est le premier point dont je voulais parler. Le deuxième, c'est le Vlaams Belang. Alors, bon, moi, je ne suis pas évidemment là pour faire le procès de qui que ce soit, mais mon avis, c'est qu'effectivement, partout en Europe, aujourd'hui, il y a une sorte de, j'aime pas l'expression, mais je vais l'utiliser, d'extrême droite acceptable et acceptée par le système. Pour moi, c'est le principe de la cocotte minute. Quand vous avez une cocotte minute et que la tension monte de trop, la pression monte de trop, eh bien, elle risque d'exploser. Donc, ce qui est bien, c'est d'ouvrir un peu d'ouvrir la cocotte minute et de faire en sorte que la pression s'échappe un peu. Eh bien, moi, je pense que, levez le couvercle, si vous voulez. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, le système, ce que moi j'appelle le système politico-financier qui dirige beaucoup de pays, eh bien, il veut ça. Il se dit, bon, les gens ont l'air même pas contents, il y a quand même un peu trop d'immigrés, et puis l'islamisation, on sent bien que ça commence à déplaire. Donc, on va les laisser un peu s'énerver, tant qu'ils votent pour des partis qui ne remettent pas le système en cause. Et moi, mon problème, pas qu'avec le Vlaams Belang, évidemment avec le RN, en Italie avec Meloni, en Espagne avec Vox, etc., c'est tous ces gens-là critiquent effectivement, à juste titre, des choses qui ne vont pas, l'immigration, la sécurité. Ils veulent plus de flics et moins d'immigrés. Moins d'immigrés, c'est pas mal, mais plus de flics, ça dépend qui commande les flics. Parce que après, ces flics, ils serviront à autre chose, bien évidemment. Et puis, même s'il y avait beaucoup plus de flics et beaucoup moins d'immigrés, il y a la situation sociale, économique, les guerres que bientôt on demandera à nos enfants d'aller faire, etc., etc. Et donc, nous mettons en cause l'entièreté du système politico-financier. Et certains partis de droite nationale, appelons ça populiste, tout ce que vous voulez, eh bien, ne le font plus. Peut-être qu'ils l'ont fait avant, si on parle du Vlaams Belang, qui avant était le Vlaams Blok, qui viennent de sources nationalistes profondes et évidentes. Ça a quand même aussi beaucoup changé. Vous allez me dire, c'est l'époque, peut-être, j'en sais rien, etc. Mais il y a effectivement, je pense, le Vlaams Belang, comme le RN en France, comme Meloni en Italie. Je rappelle que Meloni, qui était, soi-disant, la personne qui allait tout révolutionner en Italie, 3 jours après, elle voulait faire une photo avec Macron. Et elle l'a fait. Et tout le monde est formidable. Et aujourd'hui, celle dont on disait elle va arrêter l'immigration, bon, il y a des bateaux qui coulent, mais ça, c'est pas de sa faute. Mais il y a de plus en plus l'immigration n'a pas arrêté, comme elle n'a pas arrêté avec les gars Norte, enfin, la Ligue, comme on appelle ça, et c'est pas prêt d'arrêter tant qu'il n'y a pas un vrai arrêt à tout ça, et tant que, dès que quelqu'un est élu et qu'il dit mon premier intérêt, c'est d'aller me faire reconnaître par l'Union européenne, eh bien évidemment, s'il veut ou elle veut être retenue par l'Union européenne, eh bien, elle doit donner des gages. Et on l'a vu avec elle, et on le verra si demain, on le voit déjà en France, je crois, un tout petit peu avec l'opposition du RN, mais qui n'est pas vraiment, qui veut rester constructive. Comment peut-on être l'opposition constructive à des gens comme Macron? C'est la même chose en Belgique. Maintenant, c'est un cas très particulier parce qu'effectivement, il y a cette question d'élection nationale, mais aussi d'élection régionale. Et effectivement, aujourd'hui, le VB, tout le monde le dit, tous les sondages le disent, tout le monde le voit, pourrait, avec un parti qui s'appelle la NVA, qui est une sorte de, c'est des nationalistes, enfin plutôt des régionalistes de centre droit, s'ils sont ensemble, ils pourraient avoir une majorité dans la région flamande. Mais une majorité pour faire quoi? Parce que déjà la NVA, elle est la première à dire qu'elle ne met pas en question évidemment la question de l'immigration, ni la question de l'immigration en général, et qui ne sont évidemment rien à voir avec le racisme, etc. etc. Et vous croyez vraiment que pour arriver au pouvoir avec la NVA, le Vlaams Belang va tout d'un coup dire oui, mais non, on n'a pas compris, tout le monde dehors ici. Déjà, ils disent aujourd'hui que non, ils n'ont pas de problème avec ça, ils n'ont pas de problème avec ça non plus, ni avec ça, ni avec ça. Ils ont juste un problème avec les illégaux et les islamistes. Mais comme Thomas l'a dit là tantôt,
Le problème n'est pas que les illégaux, c'est un vrai problème évidemment. Et ce n'est pas que les islamistes. Il y a un problème d'immigration massive. À partir du moment où des partis disent « Ah oui, non, mais cette société-là, elle est formidable, il faut juste un tout petit peu l'améliorer. Moi, je ne veux pas améliorer ce système ou cette société qui ne va pas. Je veux la changer profondément. » Et en cela, je reconnais, sans rentrer dans des grandes attaques verbales, etc., mais je reconnais, je n'ai bien ni de sympathie ni d'empathie pour le Vlaams Belang. Pas parce qu'il défend le peuple flamand, je n'ai pas de problème avec ça, mais parce que, selon moi, et comme d'autres, le RN et d'autres, c'est devenu une opposition, entre guillemets, contrôlable, contrôlée, acceptée, qui cherche tout pour se dédiaboliser et qui est politiquement libérale, atlantiste. Voilà, donc, voilà, ça c'est mon avis. Merci beaucoup pour avoir partagé votre avis, Hervé. Je reviens à vous dans quelques minutes. Thomas Joly, vous êtes français tout comme moi. On entend très souvent entendre dans la population de manière générale ou même en politique que nous sommes dirigés par Bruxelles, évidemment en référence au Parlement européen. Bruxelles, la Commission européenne, pardon, et que l'Union européenne va en notre défaveur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que le gouvernement belge agit effectivement en fonction de l'Union européenne et donc contre nos intérêts en tant que Français? Oui, bah, je crois que pour l'Union européenne, ils doivent être la Commission comme le Parlement doivent être plutôt contents d'être à Bruxelles plutôt qu'à Budapest, je pense. Mais bon, voilà, il faut savoir que l'ensemble, on doit dire, des cosmopolites de l'Union européenne sont issus de tout pays. Voilà, le Parlement, que ce soit au niveau du Parlement européen ou de la Commission européenne, ce ne sont pas que des Belges. Voilà, le siège se trouve en Belgique, le siège de la Commission, le Parlement, enfin une partie du Parlement européen, puisqu'il y en a un autre aussi à Strasbourg. Mais c'est vrai que c'est assez symbolique que voilà les institutions européennes se retrouvent au centre dans une ville colonisée et dans un pays comme l'a décrit Hervé, qui est encore pire que ce que j'imaginais. Bon, je me rends de temps en temps en Belgique, mais voilà, je n'ai qu'une vision, on va dire, extérieure d'un Français limitrophe, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, je compatis avec Hervé, mais voilà, qu'il sache qu'en France, malheureusement, il suffit de se rendre à Paris pour s'apercevoir du degré de colonisation de notre pays. Et aussi, il suffit de s'intéresser un petit peu à la vie politique française pour voir aussi le niveau de pourrissement de nos élites. Il faut voir le spectacle parlementaire. C'est absolument effrayant, et également, on va dire, le glissement à gauche de l'ensemble de la classe politique française. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de jouer le plus radical de chez radical, mais voilà, les discours d'un Éric Zemmour, par exemple, que nous avons soutenu à l'élection présidentielle, puisqu'il avait le programme qui se rapprochait le plus du programme du PDF, qu'il avait un programme de droite nationale, de redressement national. Eh bien, le discours d'Éric Zemmour était, il y a quelques décennies, on va dire, le discours de la gauche française, quasiment, hein, voilà, à peu près. Donc il y a un glissement à gauche, qu'il soit politique, qu'il soit sociétal, de l'ensemble de ceux qui seraient censés défendre les intérêts de la France et des Français, ou des Belges et de la Belgique, pour ce qui concerne la Belgique. Et on assiste à cette fuite en avant, alors que justement, il faudrait être beaucoup plus, on va dire, ferme, inflexible, parce que l'enjeu global, c'est la disparition à court terme de notre civilisation. Car tous ces gens hostiles au pays d'accueil, avec une culture totalement différente et un programme politique qui s'appelle le Coran, n'ont aucune intention
de nous laisser une place prépondérante dans notre propre pays. Ils agissent en conquérant et ils envisagent bien de nous soumettre totalement. Et nous aurons au mieux un statut de dhimmi, en particulier quand nous serons minoritaires. Et quand on voit cet esprit revanchard, cette haine sadique d'une grande partie de ces populations à la sauvagerie que l'on découvre chaque jour, on peut se dire que l'avenir de nos enfants est loin d'être assuré dans les pays européens où il y aura une majorité d'afro-musulmans. Donc, que l'Union européenne soit au milieu de cet ignoble chaos racial et islamique, c'est voilà, c'est tout à fait symbolique que ces gens, que tous ces cosmopolites soient au milieu d'une ville qui l'est complètement. Mais en fait, la ville de Bruxelles va l'être de moins en moins, puisque ça va devenir en fait un califat islamique, comme vont l'être de nombreuses zones en Europe de l'Ouest où ils seront majoritaires, puisque de par leur comportement agressif, de par leur volonté de vivre comme là-bas, ici comme là-bas, eh bien, ils font fuir tout Européen blanc, un tant soit peu lucide, refuse d'élever ses enfants dans cet enfer. Évidemment, et donc ne reste plus que ceux soit complètement inconscients ou ceux qui vont voilà, pactiser avec l'envahisseur jusqu'à se convertir à l'islam. Il n'y a rien de pire que le blanc converti à l'islam, parce qu'en général, il surjoue, il est particulièrement vindicatif et il essaie de surjouer, puisqu'il n'a pas en fait la légitimité, on va dire, ethnique de cette religion, il va en faire des tonnes. Mais remarquez, on le retrouve aussi souvent dans l'ensemble des religions. Les néoconvertis sont souvent les plus intransigeants et les plus radicaux, et on trouve également, alors en France aussi, mais je sais, comme le disait Hervé, comme le confirmera, énormément de Belges convertis. Voilà, il y a un gros, on va dire une grosse cohorte de néoconvertis en Belgique, et d'ailleurs ils ont pu fournir, un certain nombre d'entre eux ont fourni des soldats à l'État islamique, hein, quand celui-ci avait tenu des positions au Moyen-Orient. Et donc voilà, c'est là, on est sur une poudrière, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, et ces bonnes âmes de l'Union européenne, du Parlement européen, passent leur temps à pondre des chartes, des dispositifs, donner de l'argent pour lutter contre l'islamophobie. Car voilà, c'est bien connu que les musulmans en Europe sont persécutés, pourchassés, agressés, tabassés, discriminés partout par des bandes d'affreux fascistes à chaque coin de rue. Bien sûr, c'est exactement ce qui se passe, c'est la réalité. Mais dans la tête de ces gens-là, de ces technocrates mondialistes et malades, eh bien évidemment, eux, c'est la priorité. Et ils passent leur temps à faire la promotion de l'islam. Il y a une véritable volonté de leur part de faire la promotion de l'islam. Donc c'est une complicité. Et évidemment, ces gens-là, ces pourritures cosmopolites seront vraiment dévorées par le monstre qu'ils sont en train de mettre en place. Et le fait qu'il soit à Bruxelles, eh bien, ma foi, s'il devait y avoir de graves exactions, eh bien, moi, je me réjouis que les salauds qui ont mis ça, qui ont laissé faire ça, qui ont promu l'invasion migratoire et islamique, soient aux premières loges pour profiter des violences des gens qu'ils ont fait entrer par millions en Europe. Merci, Magie, pour votre réponse. Je reviens vite fait pour Hervé. Hervé, justement, vous dites régulièrement, par exemple, l'expression tantôt. Tantôt, vous savez que moi, je suis de Bourgogne, et en Bourgogne, on emploie aussi cette expression parce qu'il est impossible de parler de l'histoire de la Belgique sans parler évidemment
de la Bourgogne, sans parler de son histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'histoire de la Belgique et qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous êtes belge depuis 1830, même année d'ailleurs que la colonisation de l'Algérie, et non pas néerlandais ou français? Comment cette souveraineté a-t-elle pu apparaître? Ben, il faut finalement quand même être conscient de quelque chose. On peut défendre un pays et les peuples qui appartiennent vraiment, mais il faut être aussi conscient de la raison politique et historique de la création de la Belgique. Si la Belgique a été créée en 1830, soit théoriquement, en fait, la Belgique était une colonie hollandaise, néerlandaise, enfin des Pays-Bas donc, et il y a une révolte. Mais bon, quand on est un peu conscient, on sait bien que la révolte ne fut pas totalement spontanée, que ça n'a pas amené une guerre d'indépendance avec des dizaines de milliers de morts, loin de là, et que ça arrangeait beaucoup de puissances européennes que se crée un État en plein milieu de l'Europe. Parce que, et ce n'est pas un procès d'attention, mais quelques années avant, le reste de l'Europe avait eu quelques ennuis avec la France, je crois. À tort ou à raison, ça c'est un autre débat. L'idée d'avoir un État artificiel qui était pas loin de la France pour que le cas échéant, il y ait un endroit où régler les problèmes, c'est une possibilité. La deuxième, et ça c'est évident parce que dès que la Belgique s'est créée, ça s'est fait, c'est qu'il y avait une position centrale en Europe où sont arrivées toutes les banques, toutes les entreprises financières, et ça a continué encore aujourd'hui, même si, évidemment, avec les nouveaux moyens de communication, l'endroit géographique est moins important, mais encore aujourd'hui, plein de multinationales ou de grosses institutions financières ont leur siège plutôt à Bruxelles d'ailleurs. Et d'ailleurs, s'il y a l'Union européenne, l'OTAN, etc., se servent de Bruxelles comme d'une capitale, entre guillemets, c'est pas pour rien. Donc, effectivement, de là, en 1830 et 1831, il y a une sorte de révolution belge qui a pris son indépendance par rapport aux Pays-Bas. Et là, on a eu un souverain qui a été importé, qui était Léopold Ier, et ça a lancé toute une histoire qui finalement a quand même créé un pays et a été, comment dirais-je, assez important quand même. La Belgique s'est lancée dans la colonisation en Afrique, ce qu'on appelait le Zaïre, qui est en fait le Congo belge, qui était d'ailleurs à côté du Congo-Brazzaville, qui était plutôt sous le contrôle français. Il y a eu, à cause effectivement du fait que les Hollandais avaient un peu tenu le pays, eh bien la partie flamande néerlandophone du pays a été, il faut bien le reconnaître, a été maltraitée. C'est-à-dire que la Belgique, ça c'est un fait, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ça a été un fait. La Belgique, l'État belge, les élites, entre guillemets, même s'ils étaient d'origine flamande, tous faisaient en français. C'était un État fait par et pour des francophones. Et la bourgeoisie flamande, eh bien, à la maison, on parlait en français parce que c'était bien mieux. Et certainement au Parlement belge, certainement les officiers, pour être officier à l'armée belge, il fallait parler français, un point c'est tout, etc. etc. Pour faire des études supérieures, il fallait que ce soit en français, etc. Évidemment, tout ça a changé depuis, mais tout ça a créé effectivement l'impression pour le peuple flamand d'être un peuple de seconde main qui n'apportait pas dans cette Belgique-là. Alors, il y a eu la guerre 14-18, qui effectivement, la Belgique a de nouveau été un peu le centre de nombreuses batailles, et ça a encore accru comment j'ai appelé ça, l'amertume chez les Flamands par rapport à la Belgique, parce que le nombre de Flamands qui ont été se battre, même volontairement dans l'armée belge, en se disant, bon voilà, il y a eu un malentendu parce qu'il y avait les Hollandais, nous on n'est pas Hollandais, on parle flamand mais on n'est pas Hollandais, on va démontrer par notre engagement et notre sacrifice qu'on est de vrais Belges. Eh bien, à la fin de la guerre 14-18, ils n'avaient pas vraiment l'impression d'avoir été retenus comme ça. Il y a eu la guerre 40-45, là aussi, il y a eu un autre problème, c'est-à-dire que il y a eu ce qu'on a appelé la collaboration, mais la collaboration, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la collaboration n'avait pas les mêmes raisons en Belgique francophone qu'en Flandre. Évidemment, il y avait une raison commune, c'est-à-dire
la fédération, si j'ose dire, autour du combat contre le bolchevisme, évidemment. Mais ben, en Flandre, ça marchait beaucoup plus, enfin ça marchait pas beaucoup plus, mais ça marchait parce que beaucoup de Flamands voyaient ça comme la fin de la Belgique et que, en collaborant avec une Allemagne qui allait les comprendre, eh bien un jour ils seraient libérés. Du côté francophone, c'était purement de l'idéologie, de l'anticommunisme, et après ça a évolué dans le sens de ben, il fallait créer une Europe nouvelle, etc. Et je n'approuve ni ne désapprouve, évidemment, vous comprenez, entre guillemets, blague à part. Mais non, mais je veux dire, voilà, tout ça a fait que la Belgique, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ben, était dans le pays des vainqueurs, l'OTAN s'était installée, ça devenait important, et puis tout doucement, on a vu cet État qui, malgré tout, avait des valeurs, comme dans toute l'Europe, des valeurs nationales, patriotes. Alors on aimait ou n'aimait pas la politique, c'est un autre point de vue. Mais on a bien vu que, comment dirais-je, tout doucement, eh bien, la politique a commencé à se recentrer. D'abord de gens très à droite, ils se mettaient un peu plus au centre, et puis du centre vers la gauche, etc., etc. Il y a eu la guerre coloniale au Congo, malheureusement, je crains comme en France, où c'est extraordinaire, parce que au moment de la décolonisation, il y a eu des crimes ignobles contre des Belges et des Européens qui se retrouvaient au Congo. Et aujourd'hui, les descendants politiques des gens qui massacraient nos ressortissants, eh bien, sont les invités, sont formidables, comment allez-vous? Patrice Lumumba est une sorte de héros, alors qu'il était le leader de groupes terroristes communistes qui ont massacré plein d'Européens. Eh bien, aujourd'hui, il y a des rues Patrice Lumumba dans les grandes villes belges. Bon, elles sont parfois un tout petit peu débaptisées, paraît-il, un tout petit peu salies par des inconnus, mais en attendant, c'est un fait. Et ce sont les descendants, d'ailleurs, politiques de Patrice Lumumba qui, après, nous font une remarque parce qu'il faudrait enlever les statuts de Léopold II, parce que Léopold II n'était pas gentil avec les populations congolaises, etc., etc. Et donc, tout doucement, un pays qui était quand même relativement à droite, eh bien, est devenu de plus en plus centré et aujourd'hui est à l'avant-garde de toutes les positions mondialistes. Voilà, je ne sais pas si c'était ce volet-là de l'histoire que vous vouliez, mais en tout cas aussi, rajouter là-dessus, c'est que, comme je le disais tantôt, la montée des sentiments régionalistes, dès les années 50, puis 60, etc., ont fait que l'État, c'est 3 ou 4 ou 5 fois, je ne sais plus, totalement retransformé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un État fédéral avec plein d'assemblées régionales et qui, effectivement, au lieu de donner une vraie autonomie à certaines populations, ben, ne font surtout que donner beaucoup de salaires à beaucoup de politiciens et à leurs amis. Merci beaucoup pour votre réponse, Hervé. Vous savez, en France, on a un délire, pour employer un anglicisme, woke est très présent. Par exemple, les opérations pour les transsexuels sont intégralement remboursées, ainsi que leur prise d'hormones. À l'école, on a de plus en plus d'écriture inclusive, la féminisation des métiers, ce délire de non-binarité, les 56 genres, etc., etc. Et justement, Alexandre Cormier-Denis, il y a 2 semaines, vous avez parlé de ce phénomène au Québec qui était extrêmement présent, bien plus qu'en France. J'aurais aimé savoir si en Belgique, vous étiez également victime de ce féminisme absolu, c'est même plus du féminisme à ce niveau-là, c'est de la destruction de genre et de sexe, et d'écriture inclusive, etc. Est-ce que vous avez tout ça en Belgique? Ah, c'est aussi terrible que chez vous. Il faut savoir qu'on a une secrétaire d'État ou un secrétaire d'État, on ne sait plus, qui est aujourd'hui apparaître comme une femme, mais en fait est un homme. Et c'est formidable. Tout le monde trouve ça tellement fun. Oh, c'est formidable. Voilà. Quand on a une émission RTBF, maintenant, c'est une sorte de. La RTBF, c'est la télé belge. C'est une sorte de télé-réalité, mais c'est pour les drag queens maintenant. Hein? Et quand vous êtes dans. Je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais à Bruxelles, c'est inquiétant parce que ici, je ne parle pas des travestis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, ouais, ce sont des gens qui s'habillaient, qui se déguisaient, qui avaient une apparence de femme, même si c'était pas bon, mais c'était une sorte de, c'était presque artistique. Maintenant, vous avez des gars, mais qui ont des têtes d'hommes, qui ont des marches d'hommes, qui sont coiffés comme des hommes, mais qui s'habillent en femmes. Ce n'est pas une blague. Et ils se promènent. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que quand ils ont souvent des problèmes, c'est pas à cause de skinhead, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à cause d'autres jeunes
ils sont beaucoup moins skinhead. Voilà. Et parce que ce wokisme-là, en fait, il va se faire fracasser la tête par d'autres idéologies beaucoup plus présentes dans les rues, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, dans le délire, oui, on est complètement là-dedans. C'est général, je ne sais pas si vous avez vu, à l'OTAN, maintenant, il y a des réunions d'officiers femmes, mais qui ne sont pas femmes, mais ils sont habillés en officiers. Mais on dépasse tout, quoi. On dépasse tout. Et voilà, ça aussi, je rappelle d'ailleurs que ce grand et bel exemple nous vient aussi des États-Unis, où il n'y a pas tellement longtemps, on a vu ça, hein, c'était un responsable de l'état-major américain, qui était un homme ou une femme, je ne sais plus, et qui était aussi qui faisait une photo dans un repas diplomatique avec une autre créature dont on ne sait pas très bien quelle était l'origine. Ben, tout ça, c'est normal. Il y a 10 ans, dans n'importe quelle armée occidentale, le gars qui faisait ça était viré dans la minute. Le gars ou la fille qui faisait ça. Et ben maintenant, non, c'est très, très mode. Je crois d'ailleurs que c'est même mieux pour réussir, pour avoir une carrière à la police de Bruxelles. Ils ont un cercle des policiers gays. Mais dans l'absolu, tout le monde s'en fout des tendances sexuelles, pour autant soit-elle entre adultes consentants, bien entendu, mais tout le monde s'en fout. Mais maintenant, c'est une sorte de badge en plus en disant, voilà, oh, tu es policier et homosexuel, formidable, tu es militaire et homosexuel, formidable, ah, tu es militaire, tu es marié, hétérosexuel, tu es normal, bon, ça ne va pas, mon grand. Voilà. Donc, effectivement, le monde est sur sa tête de plus en plus et de plus en plus fort, oui. Oui, justement, effectivement, je pensais à, alors, je prononce peut-être mal, Petra de Sutter, qui est vice-première ministre de Belgique. Vice-première ministre de Belgique, c'est en tout cas sa fonction officielle, parce que c'est effectivement un homme qui se pense pour une femme. Bon. Mon cher Thomas Joly, question pour vous maintenant. Alors la question va évidemment être évoquée aussi pour Hervé, puisque j'aimerais revenir 2 minutes sur la Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, il y a eu une Coupe du Monde il y a quelques mois, j'ai été mis au courant un peu tard. J'avais fait une émission là-dessus, et on avait vu que le Maroc a fini quand même 4e. Waouh, bravo au Maroc, comme disait Yann Barthès. Il avait même donné l'étoile à ce Candoul pour le t-shirt de l'équipe officielle du Maroc. Et on avait vu un comportement très vindicatif, très violent. Comment expliquer qu'il y ait cette population maghrébine qui jouisse à chaque match de foot au point de tout détruire aux Champs-Élysées? Est-ce que c'est comme ils le disent à chaque fois, c'est parce qu'on a colonisé leur territoire? Bon, on n'a pas colonisé le Maroc, mais ils le pensent en tout cas parce qu'ils ne sont pas très cultivés, sachant que la Belgique, à ma connaissance, à part le Congo, ils n'ont pas colonisé de pays africains. Donc, quelles sont les excuses finalement de ces gens-là pour foutre le bordel à chaque match de foot, Thomas Joly? Bah, écoutez, oui, la Belgique subit en fait les mêmes foudres agressives que ce soit de la part des Marocains, mais nous voilà, on a nos Algériens. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un match de football entre la France et l'Algérie, puisqu'on sait que ça provoquerait des émeutes en France, en particulier en France. En Algérie, pas vraiment, mais en France, il y a une telle haine revancharde vis-à-vis de l'ancien pays colonisateur, et en plus qui est entretenue en fait par les incapables du FLN, qui depuis 1962 laissent pourrir l'Algérie et toutes les infrastructures que la France a laissées, et entretient sa population dans une haine permanente de l'ancien colonisateur. Et ils haïssent tellement l'ancien colonisateur qu'il leur faisait vivre soi-disant les pires misères, que en fait ils émigrent en masse en France chez l'ancien colonisateur terrible, qui les battait à coups de fouet, mais ils viennent quand même en masse ici avec un esprit revanchard, avec aucune intention de s'intégrer, encore moins de s'assimiler. Et lorsqu'ils ont l'occasion de démontrer leur esprit conquérant et de revendiquer leur seul pays d'appartenance,
puisque malgré le fait que beaucoup de ces Nord-Africains aient une carte d'identité française, ou pour certains sont nés en France, ils conchient la France, ils chient sur la France, ils n'ont pas de mots assez forts pour dire à quel point ils détestent la France, sauf les prestations sociales dont ils peuvent bénéficier. Mais ils le disent clairement. Même certains mercenaires africains de l'équipe de France, par exemple, je pense notamment à Benzema, qui avait déclaré que l'équipe de France était pour le côté sportif, mais que son pays de cœur, son pays de cœur n'était pas la France, que c'était l'Algérie. Voilà l'état d'esprit de toute cette population qui augmente de façon exponentielle et qui se trouve en France et en Belgique. Voilà, les émeutes que les Marocains ont provoquées en Belgique suite à la victoire de l'équipe du Maroc sur l'équipe de la Belgique lors du dernier mondial au Qatar, c'est en fait parce qu'il y a beaucoup de Marocains en Belgique, en particulier dans la capitale, et qu'ils avaient l'occasion d'extérioriser leur haine de manière désinhibée du pays d'accueil, et en particulier des institutions belges et également de tout ce que représente la Belgique. En fait, c'est très simple, c'est la haine du blanc. Voilà, ils ont une haine absolue, viscérale du blanc, ils sont dans le pays du blanc, et on a l'impression que ces gens-là n'attendent qu'un signe, qu'une étincelle pour procéder à des exactions comme on a pu voir au moment de la guerre d'Algérie ou à la fin plutôt de la guerre d'Algérie, où on sent chez ces gens-là une violence, une colère sourde et pas forcément très discrète, où on les sent dans les starting blocks pour aller égorger de l'infidèle, pour aller égorger du blanc, parce que c'est comme cela que cela va finir. Là, on parle de casse, en particulier, on va dire de vandalisme suite à des matchs de foot, mais ça, c'est une première étape. C'est une étape, on va dire, pré-insurrectionnelle, mais nul doute qu'à partir du moment où il n'y aura plus véritablement suffisamment de protection policière, parce que ça va arriver à un moment où la bascule démographique va faire et que je pense que nos gouvernants, s'ils restent les mêmes, autoriseraient plus facilement les forces de l'ordre à tirer sur des nationalistes français ou belges plutôt qu'à tirer que sur une foule d'Afro-Maghrébins haineuses et armées. Donc je pense que ça peut basculer de manière très violente, et que chez un certain nombre de ces gens, il y a une véritable volonté de recréer les massacres du FLN. Voilà, c'est pas un fantasme, c'est que malheureusement par leur nombre, par leur haine viscérale de la France, il faut voir la façon dont ils parlent des Français, dont ils parlent des Blancs, et pour eux, mais et également pas que les Nord-Africains, également tous les Africains subsahariens. Ils considèrent véritablement le blanc comme le dernier des cancrelats qu'il faut éradiquer. Ils le disent, ils le pensent. Il faut pas croire que c'est juste du fantasme de gens d'extrême droite coupés de la réalité. C'est ça la réalité. Ce n'est pas les publicités que vous voyez, ou les films de Netflix où on voit des blancs, des noirs, des cafés au lait, des jaunes qui sont tous ensemble, qui rigolent. Voilà, la belle vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans l'esprit malade de producteurs hollywoodiens qui ne sont pas spécialement en général des WASP ou des descendants blonds aux yeux bleus européens. Voilà, donc ça n'existe pas. C'est l'espèce de métaverse, de monde parallèle qu'on essaie de faire gober, en particulier aux plus jeunes. Non, le monde réel, tel que malheureusement nos dirigeants l'ont fait aujourd'hui, c'est des émeutes après chaque match de foot d'une équipe
afro-maghrébine dans le pays d'accueil. Voilà, c'est ça, c'est la réalité. Et des émeutes qui pourraient devenir de plus en plus violentes, en particulier vis-à-vis des Blancs. Dans les années à venir, puisque je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Je ne vois pas pour l'instant un gouvernement qui serait capable de dire on va utiliser les flashballs contre des hordes de Maghrébins qui ont décidé d'occuper les Champs-Élysées suite à la victoire de leur équipe nationale. En revanche, défigurer du Gaulois gilet jaune, ça, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup moins de scrupules. Donc voilà, c'est symbolique. Moi, je suis assez content, en fait, qu'il y ait une telle expression d'agressivité, que ce soit après les matchs de foot ou lors de mariage. Si ça peut ouvrir les yeux de nos compatriotes, complètement apathiques, léthargiques, ils disent « Ah bah ouais, bon, bah, tant que ça m'arrive pas à moi ». Mais en général, quel qu'il soit, ils ne supportent pas quand vous avez un mariage de maghrébins qui font du rodéo en ville avec des motos, avec des voitures de luxe louées, qui vous regardent de manière agressive, qui brandissent des drapeaux en vociférant l'écume aux lèvres. Voilà, là, ils sont dans une position de conquête et là, quasiment, ils agressent au moins, tout du moins visuellement, les passants. Et je ne pense pas que quelqu'un sain d'esprit puisse se dire c'est chouette de vivre avec ces gens-là. C'est pas possible. La plupart des gens se sont affligés et les plus lucides n'ont qu'une envie, c'est de foutre dehors toute cette racaille. Voilà, nous n'arriverons pas à vivre paisiblement avec eux. Et nous avons à la tête de nos pays respectifs, que ce soit la France ou la Belgique, des fumiers qui veulent absolument nous faire vivre avec ces gens-là qui vont causer notre perte. Voilà, c'est le cosmopolitisme provoquera la destruction de notre civilisation au final et pas à long terme, à court terme. Alors je sais bien que les boomers macronistes n'en ont rien à faire puisque après eux le déluge, mais enfin ces vieux salopards qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes vont quand même finir par crever. Mais voilà, il faut éviter qu'ils fassent le plus de dégâts possible. Je parle bien des boomers de gauche, des boomers macronistes, des manifestants de mai 68, des électeurs de François Mitterrand, qui sont devenus maintenant aujourd'hui les électeurs d'Emmanuel Macron, les mêmes qui ont fait barrage à Jean-Marie Le Pen en 2002. Voilà, je parle de tous ces gens qui ont vécu tout cela et qui se prennent pour des héros, qui se prennent pour Jean Moulin, parce qu'à chaque fois, ils ont fait les castors, à chaque fois, ils ont fait barrage. Eh bien, voilà, on va en être débarrassé bientôt. J'espère qu'ils font bien toute leur dose de vaccin et qu'ils vont en crever. Voilà, il faut absolument que ces boomers crèvent, qu'ils seront complètement alzheimerisés et qu'ils joueront avec leur caca à force d'avoir fumé du shit toute leur vie ou d'en avoir trop fumé en mai 68. On va enfin dans voilà une décennie, je l'espère, être débarrassé de toute cette génération absolument vomitive qui nous ont mis dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ne seront plus là, ils seront sûrement dans du compost, le compost, vous savez, posthume que les écolos veulent mettre en place, en train de se décomposer dans le compost, dans le caca de Sandrine Rousseau, et voilà, ils ne seront plus là pour le voir. À moins qu'ils aient un petit hublot du haut de l'enfer pour voir un peu ce qui se passe sur la Terre, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera à nous et à nos enfants d'essayer de redresser et de faire survivre notre civilisation face au chaos ethnique qui s'annonce, hélas. Merci beaucoup, Thomas Joly, pour votre comment je pourrais dire, votre radicalité. Ça fait toujours plaisir à entendre. Hervé, revenons à vous. J'aimerais parce qu'on rappelle que la Belgique est c'est un royaume. C'est un royaume. Vous avez un roi. Vous êtes un sujet de Philippe. J'aurais aimé savoir, parce que du coup, ça me vient deux questions à cela. Quel est le rapport de la Belgique à la laïcité et à la neutralité religieuse? Parce que j'ai toujours vu qu'il y avait des soucis à ce niveau-là, en tout cas en Belgique. Et qu'est-ce que cela vous apporte d'avoir un roi par rapport à la France qui a un président?
au niveau de la laïcité du catholicisme, c'est également assez typique. C'est-à-dire que la gauche, qui pendant des années a cassé les pieds à tout le monde en chassant les bigots, en disant qu'il fallait, entre guillemets, en disant qu'il fallait être neutre religieusement et que l'Église n'avait pas de rôle à jouer sur un plan social ou politique, sont les mêmes qui aujourd'hui font tout pour qu'on ouvre des mosquées partout. Voilà. Donc tout ça, on le sait bien. Les gens qui, il y a 50, 60 ans, faisaient de l'anti-catholicisme, étaient là pour détruire des valeurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut être catholique, hein, c'est pas ça la question. Je dis que ça nous plaise ou pas, ça leur plaise ou pas, le catholicisme, le christianisme, les valeurs chrétiennes font partie, en tout cas, aussi de notre civilisation. Je ne dis pas que c'est les seuls. Hein. Je sais qu'il y a des gens dans le milieu qui ont d'autres croyances, et je le respecte. Et moi, je ne sais pas qui a raison. Hein. Je vous le dirai si un jour je décède, mais enfin, je vous le dirai après, forcément. Non, c'est de l'humour noir. Mais je veux dire, donc, s'attaquer à la religion, bon, on peut discuter philosophiquement de religion, etc. C'est pas ça la question. Mais ceux qui, à 60 ans, voulaient dégager entre guillemets, les églises, les curés, etc., ils voulaient simplement détruire une partie de notre identité, qu'elle nous plaise ou pas, mais ce qui est réel. Donc voilà, et aujourd'hui d'ailleurs, ils se couchent devant d'autres hommes d'autres religions, mais ils se couchent vraiment totalement en disant oui, pardon, non, vous avez la liberté, toutes les libertés, plus même que la liberté, etc. Donc là, c'est toujours le dialogue à géométrie variable de tous ces politiciens. Ça, c'est une chose. Le roi chez nous, je pense que de toute l'Europe, moi je suis plutôt quelqu'un qui a une âme de républicain, enfin dans le bon sens du terme. Hein, je ne voudrais pas que les camarades français m'en veuillent, mais républicain dans le sens d'une vraie république, en tout cas pas dirigée par un homme qui n'est élu par personne, mais qui de toutes les familles européennes, royales européennes, est sans doute la famille la plus caricaturale, la plus mauvaise qui existe. Vous avez entendu parler du père Albert II qui a des histoires avec une fille qu'il n'avait jamais retenue et dont l'État a obligé qu'il fasse ses tests sanguins pour reconnaître, enfin ses tests d'ADN pour reconnaître qu'il était le papa, illégal mais le papa quand même. Le frère du roi qui s'appelle Laurent, qui est un légume à pâte, voilà, il n'y a pas d'autre expression. Philippe, par contre, effectivement, tout le monde disait ça va être une catastrophe quand il va arriver. Il y avait des nationalistes flamands qui disaient vivement qu'il devienne roi, ce sera la fin de la Belgique. Parce que c'est vrai que comme prince héritier, il n'était pas, hein, mais il n'était pas très flèche, si j'ose dire. Mais une fois qu'il est devenu roi, il était entouré par une équipe qui a bien travaillé sur la communication, etc. Et manifestement, il a étonné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par sa manière de faire. Mais ce qui est un fait, c'est que le roi en Belgique est simplement une sorte de ciment d'un État qui est artificiel, il faut bien le reconnaître, même si on aime bien le pays, mais l'État, en tant qu'il est aujourd'hui, est un État artificiel, et il est là, il est l'homme de certaines forces financières qui veulent qu'il soit le ciment d'un État qui les arrange bien une fois unis. Et le jour où ces mêmes forces diront c'est peut-être plus intéressant d'avoir deux petits États, voilà, on le remettra, on le lâchera et on le jettera dans une poubelle ou l'autre. Donc ça, c'est le problème. Donc moi, j'ai aucune sympathie ni pour le principe, ni pour le personnage. Il est techniquement meilleur que ce qu'on attendait, techniquement, mais tous ces discours sont vraiment, vraiment dans la ligne politique mondialiste. Chacun de ses discours, c'est ça, et c'est pas lui qui les écrit, donc de toute manière, voilà. Merci pour cet éclaircissement concernant le roi Philippe Hervé. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on est sur cette partie. Je vais directement passer aux questions d'actualité. Ensuite, ce seront nos auditeurs qui poseront les leurs. Tout d'abord, j'aimerais quand même réagir à ce qu'a dit Gilbert Collard très récemment. Il a dit qu'Éric Zemmour, parce que Reconquête n'arrête pas de nous bassiner comme quoi 7% pour une première élection, c'est formidable, etc. Bon, dans les faits, c'est une réelle catastrophe, c'est une réelle déception. Il faut être un peu honnête, hein, les élections législatives vont dans ce sens-là également. Gilbert Collard dit que Zemmour a tout raté et demande à Marion Maréchal de prendre sa place.
J'aimerais savoir, Thomas Joly, vous qui êtes président d'un parti politique également, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Gilbert Collard? Alors, ça peut paraître un petit peu sévère de dire que Zemmour a tout raté. En fait, oui, voilà. En fait, son résultat à l'élection présidentielle et les résultats de ses candidats aux élections législatives n'ont pas été à la hauteur des espérances que pouvait laisser imaginer l'exceptionnelle campagne et tout l'espoir qu'il a pu susciter auprès des Français, auprès de ses militants. Mais effectivement, je pense que Reconquête est à un tournant et que s'il faut déjà préparer l'avenir ou préparer 2027, peut-être, même s'il faut ne pas non plus voir dans chaque échéance électorale une fin en soi, mais il faut être sur le terrain et ce n'est pas une Marine Le Pen qui va défendre des idées de droite nationale, puisque là, elle a décidé d'achever complètement la normalisation de son parti, qu'elle dirige toujours. Hein, d'ailleurs, on voit bien que Bardella, dès qu'il dit un mot de travers, il se fait reprendre comme un gamin par Marine Le Pen. Donc, effectivement, je pense que Gilbert Collard n'a peut-être pas tort de dire qu'il faut déjà commencer à exploiter des pistes pour avoir une candidate susceptible de faire un meilleur score qu'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, ce qui n'enlève rien aux qualités d'Éric Zemmour et à la qualité de sa campagne présidentielle. Mais il est certain que j'ai du mal à imaginer Éric Zemmour atteindre 2027, l'élection présidentielle 2027, avec le même engouement populaire qu'il a pu susciter avec l'effet de surprise. Voilà, j'ai du mal à le croire, en particulier la façon dont est géré le parti Reconquête, dont certains cadres voudraient transformer en RN bis, puisque je sais qu'il y a purge sur purge et que les militants ne sont pas vraiment à pas mal d'endroits, puisque j'ai des retours, et nos cadres du Parti de la France ont aussi des retours, en fait, de militants Reconquête qui ne sont pas, qui sont en phase avec, on va dire, la radicalité entre guillemets d'Éric Zemmour, mais avec des cadres, qu'ils soient parfois locaux ou nationaux, qui eux sont beaucoup plus aseptisés et qui sont obsédés par le fait de traquer des nationalistes ou des gens un peu trop sulfureux dans les fédérations. Donc, comme en RN, c'est-à-dire qu'en à peine un an d'existence, Reconquête, qui était censé justement en finir avec cet esprit d'exclusion, de division du camp national qu'était devenu Rassemblement national, est en train de faire exactement pareil. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai que j'ai publié aussi un article de Ripostaïque où il est révélé que lors du rassemblement de Calac contre l'arrivée de migrants, également à Saint-Brévin, pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, des dirigeants nationaux de Reconquête ont fait pression sur les organisateurs pour exclure le Parti de la France, en particulier à Calac, et Civitas à Saint-Brévin. Voilà, donc les organisateurs ont tenu bon, je les en félicite, et les deux manifestations ont pu se faire dans un esprit de rassemblement, d'union de la droite nationale, de rassemblement, plutôt que dans l'exclusion, la division. Mais c'est tout à fait dommage que Reconquête, qui s'en plaint au niveau par rapport au RN, l'applique également vis-à-vis d'autres mouvements, en particulier le Parti de la France, qui a soutenu loyalement Reconquête lors de l'élection présidentielle et des élections législatives. Même si nous attendions rien, nous n'étions pas là pour quémander quoi que ce soit, nous l'avons fait dans l'intérêt supérieur de la France, et parce qu'il faut être dans le pragmatisme politique. En tout cas, le Parti de la France a choisi de le faire, et non dans l'esthétique radicale avec des postures que certains prennent. En tout cas, nous avons décidé voilà, de dire aux Français, en tout cas à nos adhérents, à nos militants, à nos sympathisants, de voter pour ceux qui se rapprochent le plus de notre programme, et c'est ce que nous avons fait. Donc maintenant, et en plus, voilà, quand on s'est pris deux claques, que ce soit à l'élection présidentielle et aux élections législatives,
enchaîné par des purges dans son propre parti ou même à l'extérieur et avoir des réactions de rejet, d'hostilité vis-à-vis de groupes ou de partis politiques ou de mouvements avec qui on serait susceptible de travailler, c'est suicidaire. C'est ridicule, ça va faire fuir tout le monde. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors, je sais qu'Éric Zemmour, je ne pense pas qu'il s'intéresse beaucoup à la gestion de Reconquête, malheureusement. Malheureusement, je lui avais dit bien avant la présidentielle que pour justement mener une campagne présidentielle et faire durer, disons que inscrire un mouvement sur la durée, il fallait justement avoir une organisation politique, je ne vais pas dire quasi militaire, mais très cadré. Mais j'avais cru comprendre que ça ne l'intéressait pas beaucoup, et je crois qu'il a fait la pire des choses, c'est-à-dire qu'il a confié les clés de Reconquête à sa concubine Sarah Knafo, qui est très loin de nos idées et qui est évidemment déjà dans les histoires de clans et évidemment qui ne se retrouve pas dans la droite nationale traditionnelle, loin de là. Donc voilà, le but c'est de ne pas faire le procès de Reconquête ni d'Éric Zemmour, mais voilà, d'explorer les pistes qui pourraient faire créer un nouvel espoir pour les prochaines échéances électorales. Et effectivement, Marion Maréchal semble être la mieux placée, mais le gros problème reste son ignoble tante, voilà, la camionneuse, comme dirait Jérôme Bourbon, qui est au milieu de la route, au milieu du chemin, et qui empêche voilà, toute alternative de droite nationale réelle de passer dans. Voilà, elle bouche le chemin, et évidemment. Ce ne sera pas Emmanuel Macron, le candidat en 2027. Je ne sais pas quel candidat ils vont nous sortir du chapeau, mais évidemment, le candidat du système qui sera au deuxième tour se frotte les mains à l'idée de concourir de nouveau devant une Marine Le Pen qui forcément perdra. Puis il y a aussi le phénomène d'usure. En revanche, si Marion Maréchal Le Pen arriver à unir le camp national, je pense que ça donnerait un nouveau souffle, une certaine jeunesse, même si voilà, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions, en particulier politiques et idéologiques. Voilà, c'est pas la nouvelle Jeanne d'Arc. Faut arrêter avec ces espoirs de Natio Bof en voyant la nouvelle Jeanne d'Arc devant dès qu'il voit une bonne femme qui fait de la politique et qui s'exprime à peu près bien. Il faut arrêter avec ça. Mais il faut être pragmatique. Et voilà, Gilbert Collard a proposé ça. Eh bien, voilà, moi je dirais pourquoi pas. En tout cas, le Parti de la France soutiendra toujours le candidat qui lui paraît le mieux pour la France et les Français. On verra bien ce qui se passera aux élections européennes et puis ce qui se passera aussi socialement, on va dire aussi géostratégiquement. Voilà, on ne sait pas du tout économiquement, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer dans les prochains mois. Les événements peuvent se précipiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est toujours plus intelligent d'être des acteurs de la vie politique plutôt que des spectateurs cyniques et aigris qui écrivent sous pseudo sur les réseaux sociaux. Merci Thomas Joly pour votre réponse. Alors Hervé, je vais plutôt vous parler de l'actualité belge. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une jeune femme la Belgique avait accordé l'euthanasie à une jeune femme qui s'était fait violer en 2016. Donc en France, l'euthanasie n'est pas légalisée, mais il tend à l'être au fur et à mesure des années. Alors c'est peut-être un peu spéculateur de dire cela, mais c'est bien parti pour en tout cas. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'euthanasie qui est dans un pays où c'est légal ? C'est quand même un cas très difficile à discuter parce qu'il y a des cas où, honnêtement, mais ça c'est mon avis personnel, hein, moi, ça n'engage pas mon mouvement, mais c'est quand quelqu'un est en fin de vie et souffre le martyre, dans un cadre bien spécifique, bien encadré, qu'après des examens, etc., à un moment on dise oui, pourquoi pas, ça se discute. Ça c'est une chose. Maintenant, si on doit permettre l'euthanasie de toute personne qui a une dépression, quelle qu'elle soit, ça devient terrible, vous imaginez ? Vous parlez de ce cas dramatique de cette dame qui a été agressée. Ok, c'est une horreur, mais
est-ce que pour autant elle méritait de se laisser mourir elle-même? Ça, c'est quand même relativement difficile. Il y a alors un cas encore plus, enfin, moins gênant vu la créature à qui c'est arrivé. C'est quelqu'un qui s'appelle, c'est pas une dague, elle s'appelle l'ermite, Geneviève l'ermite, qui il y a en 2007 a égorgé ses 5 propres enfants. Elle a été condamnée à prison à perpétuité, dont elle est sortie bien évidemment après 11 ans. Et là, elle a demandé, ça a été autorisé l'euthanasie parce qu'elle n'en pouvait plus psychologiquement. Ça, par contre, je serais assez contre. Je serais pour qu'elle soit morte en prison, ce qu'elle méritait, soit qu'on applique alors la peine de mort. Parce que c'est la première fois quand même qu'une criminelle nous donne raison en disant « je préfère en finir ». Enfin, ça, c'est une anecdote pour vous dire à quel point tout ça est très, très dangereux. Et surtout, quand on commence à... Je répète que dans des cas très particuliers d'atroces souffrances, et lorsque 2-3 spécialistes vous disent « oui, effectivement, voilà », et de là, on en est arrivé à « je me sens pas bien », et parfois c'est dramatique, et je peux comprendre, vous parlez du premier cas que vous citiez, évidemment, mais dans d'autres cas, où est-ce qu'on va? Bientôt, un gars qui sera, voilà, qui viendra de divorcer, dira « moi, je vais en finir, achevez-moi, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va ?» Mais c'est un bel exemple de ce monde, de cette société qui s'effondre de toutes parts, bien sûr. Et ça, c'est aussi un énorme problème. Le problème d'immigration est évidemment important. L'islamisation, nos mœurs, etc., c'est évidemment un gros problème. Mais il y a aussi le fait que ça s'accentue parce que le système ou la société qui devrait réagir à ça, elle ne réagit plus à rien. Plus à rien. Et ça, c'en est un bel exemple, oui. Bah, merci beaucoup, Hervé, de nous avoir parlé de l'euthanasie. Thomas Joly, j'aimerais revenir vers vous. Vous savez que dans 5 jours, on est le 7 mars. On est le 7 mars et ça fait longtemps qu'on parle du 7 mars. On nous dit que ça va être la grande grève générale. Je ne sais pas, la gauche semble être réjouie de voir que la France va être totalement à l'arrêt et que la population civile va encore souffrir de cela, d'un manque de transport, d'un manque d'éducation, etc., d'un manque de déboires et de tri des déchets, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette grève généralisée qui est encouragée pour le 7 mars, c'est-à-dire dans 5 jours? Voilà, il faut voir les forces en place. C'est-à-dire que l'extrême gauche veut faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites. Donc voilà, la gauche, l'extrême gauche, c'est un test. Et le gouvernement va miser sur le fait que les gens n'auront pas les moyens financiers de faire une grève dure. Voilà ce qui va se jouer. Et au milieu de tout ça, eh ben, il va y avoir les Français qui ont déjà du mal, pour un grand nombre, à ne serait-ce que vivre normalement, qui voient les prix exploser du fait de l'inflation, ne serait-ce que pour les denrées de première nécessité et également pour le carburant. Donc oui, c'est une situation qui peut assez vite dégénérer si effectivement, en plus de ce marasme économique et inflationniste, se met en place une grève dure avec des pénuries qui soient provoquées, il est évident que ça peut provoquer de graves désordres, de graves troubles. Moi, je ne pense pas. Je ne sens pas de véritable révolte insurrectionnelle et sociale en dehors des habituels syndicalistes, gauchistes, assistés. Voilà, je ne ressens pas, en tout cas, dans mon entourage, qu'il soit amical, professionnel, et même, je veux dire, politique, par rapport au retour que je peux avoir des cadres du Parti de la France, je ne sens pas qu'il va y avoir une mobilisation, on va dire, sur la durée, voilà, une grève dure. Je ne vois pas les gens, les Français soient capables d'arrêter que de travailler. Alors, si, des syndicalistes qui ont l'habitude de le faire, voilà, pour bloquer, pour paralyser le pays.
mais je ne suis pas certain qu'il y aura un assentiment populaire, un blocage long. Donc peut-être ai-je tort, on va observer ça, mais le parti de la France n'appelle pas ses sympathisants à se joindre à ces manifestations, ni à cesser le travail pour faire le jeu de l'extrême gauche dans cette mobilisation contre la réforme des retraites. Merci Thomas Joly. Et justement, le 7 mars, ça fait, et ça c'est Sandrine Rousseau qui l'a relevé, le 7 mars, c'est la veille du 8 mars. Le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme instaurée par Lénine. Et il y avait Sandrine Rousseau justement qui a dit que le 8 mars, ce serait la défaite du patriarcat, n'est-il pas? Peut-être que nous en parlerons la semaine prochaine dans une émission, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette journée du 8 mars, mon cher Thomas Joly? Ensuite, je poserai la même question à Hervé, étant donné que c'est international, ça concerne également la Belgique. Bah, j'en pense pas grand-chose. J'ai pas, à part le fait que les femmes ne peuvent plus se balader tranquillement dans la rue du fait d'une présence immigrée musulmane et criminogène, je ne vois pas de quoi souffrent les femmes en France. Elles souffrent peut-être pour beaucoup du fait de ne pas vouloir faire ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire procréer. Voilà, c'est beaucoup de femmes maintenant ne veulent plus estiment que c'est une charge scandaleuse de se marier, de fonder un foyer et de faire des enfants. Voilà, moi je pense que c'est le seul poids qui peut exister sur les femmes, c'est celui-ci, puisqu'on leur met dans la tête que être une femme, une mère, est quelque chose de ringard et qu'en gros elles gâchent leur vie en ayant des enfants et qu'il faut absolument qu'elles aient un travail, qu'elles se tuent à la tâche pour un patron, que c'est beaucoup plus épanouissant. Moi, je ne le crois pas du tout et je crois que plutôt que la journée de la femme, il faudrait plutôt la journée de la femme traditionnelle, c'est-à-dire que voilà une femme qui devient mère est pour moi une femme beaucoup plus accomplie qu'une femme qui décide de faire carrière dans quelque branche professionnelle que ce soit et de mettre de côté le fait de fonder un foyer. Donc voilà, oui, la journée de la femme de Sandrine Rousseau, mais voilà, est-elle bien une femme? Voilà, pour moi, quand je pense à une femme, je ne pense pas à cette monstruosité qui est Sandrine Rousseau. Donc, bon, je ne sais pas si elle a des enfants, mais enfin voilà, que ce genre de femmes ne se reproduisent pas, c'est plutôt une bénédiction. Voilà, leur lignée s'arrêtera avec eux, c'est pas plus mal. Mais non, je n'ai rien prévu pour la journée de la femme, peut-être à part quelques blagues misogynes auprès de mes collègues, voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance. Mais bon, non, c'est totalement ridicule, comme si on avait besoin d'une journée pour célébrer la femme. C'est ridicule, c'est une idée de communiste et maintenant repris par des progressistes complètement tarés. Ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup Thomas Joly de nous avoir éclairé sur cette question. Hervé, écoutez, je vous pose la même question. Est-ce que la journée de la femme, est-ce qu'on vous fait le coup tous les ans en Belgique de remplacer tous les présentateurs par des présentatrices? Est-ce qu'on vous fait le coup, voilà, de tout remplacer absolument par une femme pour dire oh là là, regardez, on est féministe? Oui, non, ça, je ne pense pas qu'ils en sont à ce point-là, mais effectivement, mais il faut toujours voir la même chose, c'est-à-dire, effectivement, que ce soit le 8 mars, le 3 décembre ou que ce soit tous les jours, ça, c'est pas important. Mais effectivement, je pense que, en tant que militant nationaliste, identitaire, enfin, appelons ça comme on veut, mais défendre le droit des femmes, pourquoi pas? Mais il faut voir ce qu'on entend par le droit des femmes. C'est effectivement, c'est le droit ou l'obligation que dans tel endroit, il faut absolument 25% ou 50%, quelles que soient leurs compétences d'hommes ou de femmes. Non. Moi, si une femme est plus compétente qu'un homme au boulot, je n'ai pas de problème qu'elle soit avant lui. Mais ça ne doit pas être une obligation en disant oui, mais écoutez, elle est moins compétente, mais elle doit être avant vous. Ça ne va pas. Et dans l'autre sens non plus, bien évidemment. Mais aussi,
il y a aussi le droit des femmes, comme disait Thomas là tantôt, à pouvoir sortir sans être agressées et sans être obligées de porter un voile. Il y a eu des reportages, et là j'invente rien, de jeunes femmes d'origine belge, enfin, ou en tout cas européennes de souche, qui expliquaient que dans des quartiers à Bruxelles, pour avoir la paix, elles mettaient un voile, pas un voile religieux, mais elles mettaient un truc sur la tête. Et bien, tout ça, évidemment, ça ne va pas. Et donc, de deux, je pense aussi que les femmes ont toute leur place dans un engagement politique et militant. C'est pour ça d'ailleurs que la Nation, on a un cercle féminin qui s'appelle Gabriel Petit. Gabriel Petit étant, enfin, pas l'anecdote, mais pour le côté historique, c'est une patriote belge qui, en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, a travaillé pour les services de renseignement anti-allemands, je crois que c'était pour les Britanniques, contre l'armée allemande qui occupait la Belgique, et elle a été fusillée en 1916. Elle est devenue une héroïne de la résistance de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le fait que Nation ait repris son terme n'a pas plu à grand monde, puisqu'il semblerait qu'il nous est interdit d'admirer quelqu'un qui a été fusillé par les Allemands. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Ils ont d'ailleurs recherché, c'est pas une blague, hein, pour vous donner une idée de l'état d'esprit d'hystérie, mais vous connaissez ça aussi en France. Ils ont été certains journalistes connus ont été jusqu'à essayer de rechercher s'il n'y avait pas des descendants de Gabriel Petit qui auraient pu nous empêcher, je me demande bien au nom de quoi, d'utiliser le nom de cette héroïne. Mais enfin, peu importe. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, il ne faut pas tomber, enfin, Dieu merci, les droits des femmes, ce n'est pas lié à ce qu'est Sandrine Rousseau, effectivement, Dieu merci pour les femmes dans leur entièreté, mais il faut quand même penser à ça, mais pas dans le côté j'ai autant de droits que machin et je dois être mieux mise que machin, non, mais dans le sens que il faut respecter nos femmes parce qu'elles font partie, enfin, ou les femmes, parce qu'elles font partie évidemment de notre civilisation, de notre société, de notre famille, et elles ont des droits, et il n'y a personne au nom d'une idéologie ou d'une religion qui peut leur interdire ces droits-là. Merci beaucoup Hervé. Bon, me concernant, sur le 8 mars, déjà le 8 mars c'est mon anniversaire, il faut le savoir, donc cet événement sur le plan de mon existence éclipse complètement la journée de la femme. Mais surtout, effectivement, le 8 mars, on rappelle qu'en France, il y a 30% des cadres qui doivent obligatoirement être des femmes pour toute entreprise dépassant 1000 employés. Et ce sera 40% en 2030. Alors, ils ont fait ça parce que, je sais pas, c'est purement idéologique, je vois pas l'intérêt d'avoir un tel quota de femmes ou un tel quota d'hommes. Et concernant les élections aussi, c'est très intéressant, parce que depuis 2000 en France, je sais pas si c'est comme ça en Belgique également, mais pour toutes les élections, il faut 50% d'hommes et 50% de femmes. Et d'ailleurs, je vous invite à faire ça, je sais pas si vous habitez dans des petites communes, si vous habitez dans la périurbaine, mais vous regardez le nombre de candidats de listes qu'il y avait dans les élections municipales dans les années 80-90. En général, on est autour de 5 ou 6, ça dépend de la taille des communes bien sûr, mais en bref, il y a une multitude de listes qui existent. Et depuis cette fameuse loi, généralement, il n'y en a plus que 2, voire 3 grands maximum, parce que c'est hyper compliqué de monter une liste municipale dans une petite commune avec 50% de femmes. Mais voilà, ça fait partie des fameuses lois que nous avons eues avec Jacques Chirac. Super. Thomas Joly, dernière question, après ce seront les auditeurs qui pourront poser les leurs. On nous parle en permanence de sécheresse, parce que le réchauffement climatique fait qu'il ne pleut plus assez et que nos sols manquent d'eau. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une forme de restriction énergétique, pour ne pas dire de passe énergétique, qui pourrait s'instaurer, surtout avec la conjoncture de la guerre en Ukraine? Oui, bah, on sent qu'ils ont trouvé voilà, un nouveau délire anxiogène, c'est-à-dire que nous sommes début mars, il y a eu quelques semaines où il n'y a pas eu beaucoup de pluie, et là, ça y est, c'est l'apocalypse déjà, la sécheresse annoncée. Ils sont absolument incapables de dire quel temps il va faire sur plus d'une semaine, mais ils savent déjà que ça va être l'apocalypse c'est cet été ou même avant. Donc je pense qu'ils ont trouvé voilà un nouveau truc et immédiatement on a parlé de restrictions pour les particuliers. Donc c'était encore voilà quelque chose qui était à disposition à peu près libre pour l'ensemble des Français, c'est-à-dire l'eau, quelque chose qui même si ça peut coûter cher dans certaines communes était quand même à libre disposition. Et bien là ils vont aller contrôler si vous avez une piscine pour votre gosse dans le jardin et là
vous avez, on en revient toujours à elle, mais voilà, vous avez des écolos enfin des pseudo-écolos comme Sandrine Rousseau qui se frottent les mains à l'idée que des flics aillent contrôler chez les gens leur consommation d'eau, ce genre de choses. Et il y a des gens, ouais, les mêmes tarés qui dénonçaient leurs voisins parce qu'ils mettaient pas leur masque quand ils sortaient leur poubelle, ce seront les mêmes qui vont vous dénoncer parce qu'ils estiment que vous mettez trop de temps pendant que vous prenez votre douche ou vous tirez trop souvent la chasse d'eau. Voilà, il y a des Français, ils aiment ça, ils adorent, voilà. Vous allez dire que je suis une obsession, mais le boomer macroniste quintuple vacciné, masqué, voilà, lui, quand il va pouvoir dénoncer un de ses voisins qui utilise trop d'eau, voilà, il va avoir une érection. C'est ça. Il y a certaines personnes là qui jouissent de ce fait de cette société de délation, ce genre de choses. Donc voilà, ils ont trouvé un nouveau sujet, c'est l'eau, et quelles que soient les précipitations qui puisse y avoir. Là, il pourrait pleuvoir pendant un mois et je pense qu'il nous dira oui, non, mais ça suffit pas, il va y avoir les sécheresses, il va y avoir la sécheresse. Quand vous regardez l'ensemble des précipitations sur l'année, alors certes, oui, il y a quelques signes effectivement, de sécheresse, mais absolument rien de catastrophique qui justifierait des restrictions, en tout cas pour les particuliers. Je pense que là, il s'agit d'un nouveau moyen de contrôler la population et peut-être aussi de surtaxer quelque chose qui était encore à la portée de toutes les bourses. C'est sûr que si on multiplie par 2, 3, 4 ou 5 le prix du mètre cube, eh ben évidemment, il y aura une consommation moindre et cet argent-là ne sera pas perdu pour tout le monde, parce que vous savez que l'écologie en France est souvent synonyme de taxes. C'est-à-dire que voilà, on protège la planète à coup de taxes. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils envisagent. Il n'y a pas encore de taxes sur l'air qu'on respire, mais je pense que ce sera la prochaine étape, ce sera à l'étude. Et là, ce coup-ci, c'est l'eau. Évidemment, n'oublions pas, avec, à mon avis, un grand raout médiatique et politique de culpabilisation des Français, comme ça a pu être fait lors de l'épisode Covidiste. Merci beaucoup Thomas Joly. Hervé, si vous souhaitez rajouter quelque chose avant de passer aux questions des auditeurs. J'aimerais savoir, il y a 50% de femmes obligatoires lors des élections pour les listes en Belgique? Oui, tout à fait. Hein, ce qui, évidemment, sous le couvert de la liberté des femmes, etc., est une bonne manière pour ennuyer les petits mouvements. Parce que c'est déjà pas toujours facile de trouver des candidats qui veulent bien prendre le risque d'ouvertement s'engager comme ça en politique. Mais en plus, là, il faut trouver autant de femmes. Hein. Et effectivement, ça, c'est dangereux parce que, comment j'ai expliqué ça, c'est déjà difficile socialement pour qui que ce soit, mais on n'a pas, enfin, au niveau militant, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais je veux dire, nous essayons, on a un cercle féminin, etc. Mais on sent bien que c'est moins facile d'avoir des femmes qui s'engagent en politique pour 36 raisons. En tous les cas, dans des petits partis où il n'y a pas, où c'est pas facile de le faire. Alors, avoir absolument un candidat sur deux qui est féminin, oui, ça met évidemment des bâtons dans les roues. Donc, j'ai rien contre le principe, mais il est clair que là, ça a été fait pour évidemment aussi ennuyer les petits partis. Hein. Oui, je pense aussi, tout à fait. Écoutez, je pense qu'il faut passer aux questions des auditeurs. Je pense que nous en aurons, bien sûr, puisque le sujet de la Belgique est un sujet intéressant, mais que l'on connaît finalement qu'assez mal en France. Donc si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à le faire. Vous avez quand même avec vous le fondateur de Mouvement Nation, Bardamuka, qui pose une question. Bardamuka, je vous octroie la parole. C'est bon, vous m'entendez? Parfaitement. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis très content d'avoir Hervé, parce que, bon, comme je l'ai pu déjà le dire, j'habite dans le Nord. Dans le Nord, bon, bien sûr, on est voisin des Belges. Et aussi, on a une très forte culture, on va dire. Bon, c'est nos voisins, même si je suis un nationaliste français, on a toujours une amitié avec les Belges, même si on se vanne gentiment. Et je voulais dire quand même, la Belgique a quand même enrichi la France. Hein. Là, on parle d'un véritable enrichissement. C'est pas l'enrichissement subsaharien qu'on essaye de nous vendre.
depuis quelques années. Toujours pareil, hein, on est un peu chauvin, la culture française, mais n'oublions pas que la Belgique aussi, il y a eu les plus grandes bandes dessinées, quand même, sont des bandes dessinées belges. Je prendrais par exemple les Largo-Winch, les 13, les Spirou, Lucky Luke, Torgal, Boulet Bill et Tintin de Hergé. Et je rappellerai aussi que Hergé était quand même proche de nos milieux. On disait aussi que Tintin a été inspiré de Léon de Grelle. Et notamment que Tournesol était un peu une sorte de caricature de Maurras, un sourd comme un pot avec son grand imperméable, hein. Donc, pas oublier quand même que voilà, toute cette culture belge avec notamment le grand Jacques Brel, hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. La Belgique quand même, faut constater que la Belgique quand même a fait du bien à la France, a enrichi la France culturellement, quoi. Voilà. Bon, malheureusement, en Belgique, il y a aussi Stromae, mais bon, rien n'est parfait une fois, quoi, hein. Et alors moi, j'ai une petite question concernant la Belgique. Et pour vous, pour vous trois, messieurs, hein, je, je me suis laissé entendre dire qu'au Parti de la France, on aimait bien boire un canon entre camarades, et notamment se boire des bières. Ne pensez-vous pas, messieurs, qu'en tant que nationaliste, on se doit de favoriser les bières de son propre pays? Donc, est-ce que vous êtes plus pour des bières françaises, c'est messieurs Thomas et c'est mais vous aussi, Alexandre, ou vous êtes-vous plutôt des cosmopolites du houblon? Voilà, je pose cette question volontairement humoristique parce que l'actualité est quand même assez triste, donc j'en profite un peu pour changer, pour mettre une petite touche. Voilà. Excellente question, moi j'y répondrai avec plaisir, mais je vais d'abord, par politesse, laisser Hervé, notre invité vedette du soir, répondre, puis Thomas, puis ce sera moi-même. J'ai cru comprendre que la question s'adressait d'abord aux camarades français. Mais, c'est vrai que c'est parti de la France. Ceci dit, je vais avouer, j'espère que personne ne me démentera, d'avoir essayé de faire comprendre à les camarades français que les bières belges étaient bien meilleures que les autres. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je reconnais que j'ai essayé de le faire passer. Voilà. Alors, Thomas, est-ce qu'on boit des bières françaises au Parti de la France? Moi, je suis assez éclectique en matière de bière, et puis en fait, j'ai des périodes, voilà, je change de temps en temps. Je bois pas toujours la même, et j'aime bien tester des bières. Puis il faut dire quand même que ces dernières années, il y a beaucoup de brasseries qui se sont créées, de brasseries artisanales avec des petites productions en France, en tout cas. C'est des choses, quelque chose qui n'existait pas vraiment, on va dire, il y a 20 ou 30 ans, et maintenant on a vraiment une large panoplie de bières à notre disposition. Et j'aime bien goûter différentes variétés. Et en ce moment, alors je suis plutôt bière française. J'aime bien la Goudal, qui est une bière du Nord. Qu'est-ce que je bois aussi? J'aime bien la Trois Chariots. C'est une bière qui est produite à Gisors, hein, donc qui est vraiment limitrophe de la Picardie, qui a un goût un peu épicé. Et puis j'aime bien une bière basque aussi, donc elle est assez fruitée. C'est la Uyana, je sais plus exactement. Je sais plus exactement le nom exact, mais voilà, elle est assez bonne. Et sinon, en bière belge, j'aime bien la Ciné. Rassurez-moi, c'est une bière belge, Hervé, rassure-moi, mais il me semble que oui, c'est une bière belge, la Ciné, et je l'aime beaucoup en pression. Mais voilà, je ne suis pas au style, aux bières belges par chauvinisme ou nationalisme exacerbé. Voilà, j'accepte les alcools d'où qu'ils viennent tant qu'ils sont bons. Et pour répondre de mon côté, écoutez, figurez-vous, je vais vous confier un petit secret. Je suis peut-être un mauvais français, mais je ne supporte pas le vin. Vraiment, je n'aime pas ça du tout. Et dès que je bois une ou deux gorgées de vin, je me sens pas vraiment bien. Je sais pas, mon corps n'aime pas le vin, mon estomac ne l'accepte pas. D'ailleurs, à toutes les soirées politiques, je suis obligé de donner mon verre de vin à mon voisin, parce que dès que je suis à une gorgée, je n'aime pas ça. Peut-être que j'ai fait trop d'excès de vin, c'est possible. Mais globalement, du coup, je me suis plutôt tourné vers la bière, effectivement. Donc moi, je suis un assez bon consommateur de bière, on va dire. Donc je consomme. Vous êtes viré. Ah bah mince.
Oui, qui va faire les émissions maintenant. C'est embêtant ça. Et concernant la bière, bah, je bois un peu de tout effectivement. Alors après, est-ce qu'une bière vernaculaire, elle est vraiment telle quelle? Par exemple, je sais pas moi, à une époque j'avais ma période Fischer. Fischer, donc c'est alsacien, mais Fischer, ça appartient au même groupe de Heineken. Donc est-ce que c'est vraiment si alsacien que ça? Je ne sais pas. Mais voilà, par exemple, les bières alsaciennes, j'aime beaucoup. Une bière très locale que j'aime énormément, c'est la 71 500. Donc c'est une bière qui vient de Branche, qui est une commune à côté de Châlons, en Saône-et-Loire, donc c'est dans ma région. Et c'est une très bonne bière, voilà, je la conseille. Et peut-être, faudrait évoquer l'Elixir, parce que c'est une bière assez connue à Dijon, l'Elixir. J'avais visité leurs locaux, c'était sympathique. Mais je suis pas spécialement fan. C'est comme la Benellium, c'est la bière de Beaune. Donc c'est une bière très connue en Côte d'Or. Mais pareil, je suis pas hyper fan. Je suis plus Saône-et-Loire que Côte d'Or concernant les bières. Voilà. Peut-être que je vais être vu comme un traître hein, pour certains. Yanis Morio, je ne sais pas. C'est possible. Mais je lui ferai goûter la 71 500, il changera d'avis. Marc Casanova pose sa question. Bah, écoutez, je vous laisse la parole. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Joly, bonsoir monsieur Inger, bonsoir monsieur Van Lethem. J'embraye sur les bières. Si je puis me permettre, moi je suis fan de la bière corse qui s'appelle la Pietra. C'est une bière à la châtaigne. On la trouve surtout dans le sud de la France, mais si vous avez l'occasion d'aller en Corse et si vous avez l'occasion de trouver cette bière, je vous la recommande, elle est très bonne. Voici ma question qui s'adresse à votre invité belge. Que reste-t-il de l'esprit de Léon de Grelle en Belgique, du mouvement Rex? Y a-t-il encore une nostalgie ou en tout cas une poursuite de ce mouvement, en tout cas d'un point de vue idéologique, parmi le peuple belge? Merci. Ah, je me doutais qu'il y aurait cette question, donc j'octroie la parole à Hervé. Ben, non, il faut objectivement dire que aujourd'hui, si vous parlez à 98% de la population et que vous parlez du nom de Léon de Grelle, 98% ne savent même pas de quoi vous parlez. Donc voilà, c'est-à-dire que dans la population, même de manière péjorative, hein, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait eu un reportage à RTBF où de mauvaises langues prétendaient que j'avais été, entre guillemets, le bras droit, enfin, ou bras gauche, ça dépend. Bras droit, il faut se méfier en politique, de Léon de Grelle et que Tchic et que Tchag. Et donc là, c'était péjoratif, vous expliquez le rexisme, etc. Le problème, que j'ai eu même dans des milieux non politiques des remarques à ce niveau-là, non, parce que les gens, la plupart, ne savent pas ce que c'était le rexisme, ni Léon de Grelle, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ou 40 ans, mais maintenant, voilà, c'est totalement... C'est l'inconvénient et l'avantage de la perte de conscience politique. Ça, c'est une chose. De deux, plus aucun mouvement politique ouvertement ne se réfère, et même pas tout ouvertement, ne se réfère au rexisme, etc. Parce que c'est une sorte, dans le monde politique et le monde médiatique belge aujourd'hui, là, c'est effectivement, si vous faites ça, là, croyez-moi que très rapidement, les médias vont rappeler ce qu'ils pensent que de Grelle était. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est voilà. Donc, aucun parti politique n'ose aujourd'hui dire ah oui, mais moi, le racisme et de Grelle et la lutte contre le communisme et la collaboration, et non, ça c'est hors de question. Même si vous parlez du rexisme avant la guerre, qui était quand même différent certainement à ses débuts, c'est aucune question. De toute manière, l'avantage que moi j'ai, enfin que moi et Nation on a eu, enfin l'avantage je ne sais pas, mais c'est que on n'avait pas besoin de se référer au rexisme pour que les médias, les adversaires, les concurrents nous comparent au rexisme et à De Grelle, en tout cas au début. Mais ça ne donnait pas non plus de résultats particulièrement négatifs, donc ça s'est perdu, ça s'est oublié. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, à part, il existe des associations, mais qui sont plus basées sur le côté historique de tout ça, qui gardent des souvenirs et des allusions et parfois des publications sur l'histoire rexiste et sur Léon de Grelle, et sur faut en parler aussi, la collaboration et les 8000 Wallons qui ont été se battre sur le front de l'Est contre le communisme. Il y a quelques associations qui sont très, très réduites, qui parlent de ça uniquement sur un plan historique, mais personne sur un plan politique ne reprend ça, sinon pour nous attaquer. Bon,
Bon, ça tombe bien, j'ai un grand dos et voilà. Bah, merci beaucoup Hervé pour votre réponse. Je crois savoir que vous devez partir maintenant, Hervé, si c'est cela, parce que du coup, Je peux encore rester un petit quart d'heure. un petit quart d'heure, bon bah très bien. Bah, Bardamuka, alors je vous octroie la parole pour poser votre question. Bon, c'était une dernière assise pour dire, pour sortir cette citation quand même, que la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. C'était de Benjamin Franklin. Voilà, tout simplement pour en ressortir une dernière connerie avant d'aller me coucher. Voilà. Ah bah très bien, bah, merci pour cette intervention. Benjamin Franklin qui a aussi dit le temps c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on le trouve sur les billets de 100 d'ailleurs. Petite anecdote. Donc écoutez, bah, je vous laisse quelques secondes, chers auditeurs, voir si vous avez d'autres questions à poser. En attendant que vous leviez la main, je tenais à remercier. Ah bah il y a déjà, parfait. Marido lève la main, donc je lui octroie la parole. Vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le petit bouton bleu à tout moment. Voilà. Oui, bonsoir. Je suis nouvelle un petit peu. On m'a conseillé votre parti. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah bon, excusez-moi. Donc voilà, je suis retraitée avec mon mari et vu la France actuelle, on n'a jamais été dans un parti politique, vous savez. Mais on voit tout ce qui se passe. On est vraiment très contrariés, angoissés pour le futur. Et donc, on a 69 ans, tous les deux. Et donc, on s'est mis aux Patriotes de M. Florian Philippot, parce que, et je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensiez de ce parti. Vous savez, on s'y est mis pour être un peu résistant, un peu montrer qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'on pourrait tous s'unir, tous ceux qui sommes censés un petit peu, qui aimons la France? Voilà. Excusez-moi. Pas de souci. Oh pardon, je vais couper la parole. Attendez, je vous redonne la parole. Je croyais que vous aviez terminé votre phrase. Je vous ai coupé la parole. Vous pouvez réappuyer sur le bouton bleu pour finir votre phrase. Je suis désolé, j'étais un peu rapide. Non, mais je crois qu'on peut répondre à Madame. Répondons alors. J'ai compris voilà ce qu'elle voulait dire. Voilà, c'est tout à fait légitime d'être adhérent au parti les Patriotes. Voilà, je ne vais pas. J'ai de la sympathie pour surtout pour ce que fait Florian Philippot depuis qu'il est au Patriote et pas vraiment ce qu'il a pu faire au Front National lorsqu'il y était. Mais voilà, il y a une belle mobilisation contre le délire covidiste. Et là actuellement pour réclamer la paix en Europe, voilà, réclamer arrêter cette politique belliqueuse de l'OTAN et réclamer des négociations entre la Russie et l'Ukraine pour que cesse cette guerre fratricide entre Slaves. Donc ça, c'est une bonne initiative. Voilà, ce qui nous différencie, hein, c'était pas pour faire de la retape pour le Parti de la France, mais ce qui peut nous différencier avec les Patriotes, c'est que nous accordons une grosse dimension identitaire à notre combat politique, puisque nous estimons qu'il s'agit de l'élément essentiel de notre lutte politique, puisque nous serons minoritaires dans notre propre pays d'ici 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, on ne sait pas exactement, si aucun frein n'est mis à l'immigration et si une grande politique de remigration n'est pas entreprise. Et malheureusement, que ce soit chez Florian Philippot ou chez Monsieur Asselineau, ils ne prennent pas en compte cette dimension identitaire dans leur souverainisme. Et je pense que c'est une erreur puisque le fait de vouloir sauvegarder notre civilisation est essentiel face à des combats, on va dire, institutionnels qui, je ne veux pas dire qu'ils sont secondaires, mais voilà, être souverainiste, avoir une nation soi-disant souveraine ou sortir de l'Union européenne quand on est dans un pays envahi où les Blancs sont minoritaires, je ne vois pas spécialement l'intérêt.
On a vu avec le Brexit, par exemple, on a vu les Anglais sont sortis, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Ça n'a strictement, à partir du moment où ils n'ont pas changé de dirigeants mondialistes et immigrationnistes, il n'y a pas eu de changement radicaux pour la population, en particulier en matière d'immigration. Voilà, l'urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter cette colonisation mortelle de notre pays, et le Parti de la France met ceci en avant et soutient toutes les initiatives qui visent à dénoncer ce changement de population, ce grand remplacement. Merci Tom. Je peux allez-y, oui. Bien sûr. Oui, parce que je me suis aperçu qu'en fait, j'ai répondu donc à Marc Casanova, mais en partie parce que je lui ai répondu pour aujourd'hui. Maintenant, donc par rapport à sa question sur le fait que le rexisme aurait encore influencé la politique en Belgique, etc. Mais il faut savoir que dans les années 50, 60, jusque, je vais dire, fin des années 80, il y avait effectivement des organisations qu'on pourrait nommer entre guillemets, néo-rexistes, et qui étaient ouvertement, se référaient ouvertement au rexisme, et même à Léon Degrelle, et à l'époque faisait effectivement les choux gras, si j'ose dire, des médias, qui là pouvaient hurler comme elles voulaient. Mais il y a eu des organisations qui étaient d'ailleurs qui étaient très actives et assez bien organisées. Dans les années 50, c'était le mouvement social belge, et après ça a évolué en plusieurs organisations, dont une s'appelait le Front National Populaire, et l'autre s'appelait carrément Rex National, et d'autres organisations que j'oublie peut-être, et je m'en excuse, ou le mouvement social nationaliste aussi, qui lui avait jumelé la croix celtique et la croix de Bourgogne, qui était la signe rexiste, dans son logo, etc. Et donc, il y avait effectivement, pendant 30-40 ans, toujours des gens qui ont défendu ce point de vue-là. Après, on peut en dire du bien ou en mal, peu importe, mais ça existait. Mais aujourd'hui, ça a vraiment disparu. Sinon, je répète, il y a, entre guillemets, ce sont des casseroles qui, moi, ne me gênent pas du tout, de temps en temps, on essaie de m'accrocher. Bon, ce genre de casserole-là, j'ai pas trop de soucis avec. Mais aujourd'hui, objectivement, il n'y a plus d'organisation qui se réfère à ça en tant que telle. Voilà. Merci pour vos réponses à tous les deux. Et pour répondre à Marido, déjà bienvenue sur le forum du Parti de la France. J'espère que vous prendrez le temps tous les deux, vous et votre mari, de vous intéresser à ce que nous proposons, à s'intéresser à nos vidéos ainsi que nos émissions. J'espère en tout cas qu'elles pourront vous redonner du baume au cœur par rapport à ce qui se passe en France. Et concernant Florent Philippot, écoutez, moi j'avais une vision très négative de lui à l'époque où il était au Front National. Je croyais naïvement, parce que j'étais un peu mariniste à l'époque, mais j'étais mineur, voilà. À cette époque, j'étais mineur, donc je n'ai pas encore très bien construit, je n'étais pas encore très lucide sur la situation. Et quand Marine Le Pen avait une tendance à rejeter ses propres erreurs sur son vice-président, à savoir Florent Philippot à l'époque, moi je la croyais un peu naïvement, et c'était une erreur de ma part, et j'assume cette erreur. Et depuis qu'il a fait les Patriotes, il s'est montré très, comment je pourrais dire, catégorique concernant le vaccin, et j'étais totalement d'accord avec lui. Il a soutenu Fabrice Dividio qui expliquait les dangers potentiels du vaccin Pfizer, et en tout cas l'inefficacité du pass sanitaire. Bref, j'ai vraiment soutenu tout ce qu'il a fait pendant la Covid, et j'ai même eu l'opportunité, on va dire, de le rencontrer il y a quelques mois, Florent Philippot, et nous avions une discussion très enrichissante autour du Covid. Donc, écoutez, maintenant j'ai une appréciation plutôt positive de lui. D'ailleurs, je me rappelle que lors du rassemblement contre la dissolution de Génération Identitaire par Darmanin, il n'y a eu aucun cadre du Rassemblement National, puisqu'ils n'avaient pas le droit de s'y rendre, hein, ils avaient reçu les ordres de Tata. Mais Florent Philippot, il y était, et il en a fait un discours. Donc on peut vraiment saluer cette initiative. Écoutez, pour moi, je pense que c'est terminé. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je vous remercie très chaleureusement, Hervé Van Latem, de votre participation, de vos bons mots et de votre expérience concernant la Belgique et le militantisme politique. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère qu'on se recroisera à une occasion ou à l'autre. Hein, voilà. Bien sûr, on pourra vous réinviter au cours d'autres émissions. Et Thomas Joly, je vous laisse conclure, président du Parti de la France.
Ravi d'avoir participé à cette émission avec l'ami Hervé et mené de main de maître comme à chaque fois par vous, Alexandre Inger. Et je voulais aussi en profiter pour rappeler, hein, au cas pour des gens qui ne l'auraient pas vu ou qui n'auraient pas vu l'annonce, il y a une réunion publique en Normandie, à Vire, dans le Calvados, qui est intitulée L'Espérance est nationaliste. Donc, elle se déroule samedi 4 mars à partir de 13h30, donc à Vire, dans le Calvados. Et il y aura parmi les personnalités qui prendront la parole, Bruno Hirou, notre secrétaire général, qui prendra la parole. Donc, le thème, c'est l'espérance et nationaliste. Il y aura Bruno Hirou, Damien Tarel, celui qui avait balancé une torgnole à Emmanuel Macron, Yvan Benedetti, président des nationalistes, et l'excellent maître Pierre-Marie Bonneau, l'avocat du comité de liaison et d'aide nationaliste, qui est plus connu sous l'acronyme du CLAN. Voilà, donc je voulais faire un peu de retape pour cet événement nationaliste, et j'invite les Normands en particulier à s'y inscrire, à s'y rendre. Demain, sur les réseaux sociaux du Parti de la France, nous remettrons le flyer, le visuel, où il y a le numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire. Voilà, et donc je souhaite je dis à bientôt pour Hervé Van Letten. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir physiquement dans un avenir proche, puisque c'est un bon camarade avec qui on pourra discuter de bière en particulier, enfin peut-être de choses un peu plus politiques, mais voilà, il pourra me donner quelques bonnes bières belges et je lui présenterai peut-être aussi quelques bonnes bières françaises. Voilà, et je souhaite une bonne nuit à tous nos auditeurs. Merci à tous, bonne nuit à tous les auditeurs. N'hésitez pas à partager l'émission car elle est directement disponible en rediffusion sur le forum, sur le canal du Parti de la France et dès demain matin sur notre chaîne YouTube Le Parti de la France à laquelle vous êtes bien sûr tous abonnés. Et vous mettez des pouces bleus à chaque vidéo, j'en suis certain. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à vous tous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous libérer le 25 mars pour le congrès, évidemment, qui se tient tous les 3 ans. Au revoir, bonne soirée.